comme on peut, quoi. Oui, je suis un petit peu enquiquiné parce que c'est vrai que je suis pas forcément très à l'aise avec les questions là autour de la sexualité. Enfin, c'est ce que voilà, on en parle avec ça. Je pense que il me semble que sa mère serait plus à même de répondre à ces questions-là. J'essaye d'éviter le sujet, mais c'est voilà, ça revient. C'est pas une situation facile. J'en ai ras-le-bol moi, parce que en fait faut que je fasse tout, faut que je m'occupe de ma petite sœur, après forcément il faut que je vide la vaisselle parce que papa il est toujours pas rentré, après du coup je fais faut que je prenne le pain quand je rentre du collège, même il faut tout le temps que je fasse tout moi, ça va j'ai d'autres choses à faire, je suis même pas payé moi pour faire tout ça. Et Alison, elles sont où les clés du scooter? Quoi? Les clés du scooter, elles sont où les clés du scooter? Pourquoi tu veux les clés du scout? Mais parce que ce soir il faut que j'aille au stade là. Mais non, mais tu vas pas au stade, c'est moi qui ai le scout ce soir, c'est tout là, rien du tout. Mais tu rigoles ou quoi? C'est à moi cette semaine que j'ai un scooter. Non, ce soir c'est moi, fin de la discussion, c'est tout là. Mais vas-y, mais va demander, tu veux que j'aille le dire à papa? Arrête. Il m'a dit, va demander attention En aux plus, questions c'est des trop clés. dangereux pour toi le scooter, faut que t'arrêtes de faire du scooter, c'est dangereux à Mais ton ça va, âge. c'est pas toi qui vas me dire ce qui est dangereux ou pas, t'es pas ma mère. Hein. Ouais. Donc maintenant, s'il te plaît, tu me donnes les clés du scooter si c'est toi qui Non, c'est bon là. Tu me saoules là. Fin de la discussion, je prends le scooter ce soir, t'arrêtes. J'en ai marre de devoir demander à chaque fois avant que je vais voir mes potes. C'est bon, je suis grande maintenant. C'est pas parce que je vais être un peu plus libre que je vais faire n'importe quoi. En fait, j'aimerais bien que les parents y fassent un peu plus confiance. Et puis, c'est pas vraiment facile de toujours garder la face devant ses enfants. Moi, je veux pas pleurer tous les 4 matins devant eux, là. Je veux les protéger quand même. Moi, je fais comme je peux. Ah mais dis donc, j'ai lu au fait Chloé 16 en anglais. Merci maman. Oui, bon, bah, ça va, je l'ai aidé un peu. Voilà. Non mais là tu l'as pas aidé, tu l'as fait à sa place. Non, mais ça va. Écoute, l'école nous monte un peu trop les uns contre les autres, là, la compétition, tout ça. Elle a du mal, je l'aide, voilà. Non mais là tu l'aides pas, tu fais à sa place, je te dis, c'est pas l'aider. Demain, c'est pas toi qui passe le bac, c'est elle, excuse-moi. Oh, si on compte sur toi, tu l'aides sur quoi? En français, en maths, en histoire géo? Hein? Mais ça veut dire quoi? C'est parce que je suis nul? Bah c'est normal qu'elle soit nulle si j'étais nul moi. Hein? Ah very beautiful. Ah thank you mademoiselle, ma maman là, femme. Thank you. Chapeau. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur ton comportement? Pourquoi tu nous aboies dessus dès que maman ou moi on te fait une remarque? Ça me On peut saoule. pas parler normalement. Ça me saoule, sérieux, sans déconner, vous êtes toujours derrière mon dos là, vous me dites tout le temps des trucs. Chloé, vous lui dites rien là, parce que c'est la petite, vous lui passez tout, et moi vous êtes toujours sur moi. En plus, vous dites tout et n'importe quoi là, non mais c'est bon, ça commence à me saouler, moi je vais me casser au Guatemala, mais c'est tout, tu seras bien content quoi. On peut pas y parler. Guatemala. Guatemala. Alison. En fait, moi, j'aimerais bien vivre chez Inès. Parce que ici, ça crie, ça se fâche tout le temps. Alors que chez Inès, elle a pas de frères et sœurs. C'est tout calme. En plus, elle peut manger du chocolat quand elle veut. Voilà, alors là, bon, vous avez vu quelques exemples hein, de situations. Bon, c'est de la fiction, mais il paraît que ça rejoint un petit peu la réalité. François, l'une de tes spécialités est la relation parent-adolescent, mais aussi la petite enfance, l'enfance. À partir de quel âge on arrête de parler d'enfance, tiens? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai 47 ans. Je pense que ma mère me regarde et je suis encore son enfant. Je crois qu'on n'arrête jamais d'être les enfants de ses parents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des âges de la vie qui nous secouent un peu plus quand on est parent. C'est-à-dire que, évidemment,
les moments de la naissance, des premières nuits ou des premières non-nuits, sont forcément des moments où on parle un petit peu plus des enfants. Maintenant, il y aura d'autres moments, l'adolescence, mais peut-être aussi le mariage, voire le divorce de ses enfants. C'est toujours des choses qui nous bousculent. Donc, je crois qu'on parle un peu tout le temps des enfants. Bon, parfait. Si vous, chez vous, vous avez envie de nous poser des questions, moi personnellement, vous avez remarqué, je ne vais pas y répondre, mais on a un spécialiste qui va y répondre pour vous. Et puis peut-être que la réponse n'est pas celle que vous allez attendre. Peut-être que même il n'y aura pas de réponse. Mais bon, en tout cas, vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct, là, maintenant. Vous pouvez le faire directement via le Facebook, hein, un petit messenger, vous envoyez ça. On a nos petites mains derrière les caméras qui s'occupent de réceptionner ces questions-là. Vous pouvez également nous envoyer un mail. Oui, figurez-vous, c'est complètement fou. On est en direct sur Facebook, mais figurez-vous qu'on peut encore envoyer des mails, comme quoi la technologie n'a pas de limite. L'adresse mail, la voici. Enfance, famille, le tout attaché au singulier. Enfance, famille, tiret, alors c'est le tiret du 6, hein, si jamais vous le cherchez. Chemin blanc au pluriel, donc chemin avec un S, hein, et blanc avec un S, @gmail.com. Voilà, le Facebook ou le mail. J'ai quelques questions qui ont été déjà réceptionnées. Je commence au hasard, hein. Je commence au hasard, comme ça, du coup. Alors, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits chez les enfants lorsqu'ils jouent ensemble ? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est les conflits qui nous embêtent peut-être le plus quand on est les parents, quoique. Alors, pourquoi il y a des conflits ? Je crois que le jeu, l'opposition, l'altérité, c'est déjà un petit peu le risque du conflit. Mais est-ce que c'est vraiment un risque ? L'opposition, la préparation qu'on pourrait imaginer, en tout cas dans une fratrie, puisqu'il s'agit bien peut-être du meilleur terrain d'entraînement, la famille. C'est ce que je répète souvent, moi, aux familles, et ce que j'entends depuis très longtemps, c'est que la famille, c'est le premier terrain d'entraînement pour l'enfant. On va dire qu'il s'entraîne dans la famille et qu'il va aller jouer à l'extérieur le match de sa vie, quoi. C'est-à-dire dans la cour de récréation, au boulot plus tard ou avec ses amis, là sans surveillance parentale d'ailleurs, un peu sans filet. Donc les premiers conflits qui apparaissent au sein de la fratrie sont plutôt des signes intéressants de début de négociation entre les différents enfants de la fratrie. Alors après, évidemment, on est plutôt aujourd'hui dans une société où moi je vois des très très bons parents. Tous ceux qui viennent me voir dans mon cabinet, moi je trouve depuis des années, c'est des très 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 bons parents. Ils sont très centrés sur les enfants. Mais c'est vrai que ça veut aussi dire que quand on est très bons parents, très centrés sur les enfants, on a une petite tendance à intervenir beaucoup. D'ailleurs, c'est jamais très agréable de laisser les enfants se taper dessus. C'est un truc qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, hein. Si on se rappelle de la guerre des boutons, ça allait loin. Il y avait de l'humiliation, il y avait des choses très dures. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été très très dures avant les années 80, les années 70. On avait des choses très très dures qui pouvaient se passer dans les fratries, et ça a laissé des séquelles chez les parents et chez les enfants aujourd'hui, dans le sens où on a un peu peur de ce qui pourrait être des débordements de conflits, des coups, des morsures, des choses assez difficiles. Alors que très souvent, finalement, dans une fratrie, on dit bien qui aime bien châtie bien. Il y a des grands moments d'affrontement, mais il y a aussi des grands moments on va dire de fraternité, pour le coup, de complicité, surtout pour faire les mauvais coups, peut-être pour se couvrir parfois. Donc, éviter les conflits, pas tant que ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est même important aujourd'hui pour les parents de prendre un peu de distance avec les frères et sœurs, d'essayer de ne pas trop intervenir, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on finit par être pollué par des enfants qui ont aussi besoin de se dépenser, qui ont aussi besoin d'essayer de faire de l'expérience dans la famille, je vous disais, de s'entraîner, et qu'on confond parfois les oppositions qu'ils ont entre eux ou qu'ils ont avec nous, avec des oppositions finalement, moi je dirais, qui sont nécessaires à la construction de l'enfant. Donc finalement, pourquoi y a-t-il des conflits ? Parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit, et que c'est d'abord parce qu'on est à l'entraînement. On apprend à se défendre, et après, dans la cour de récré, on y arrivera mieux, quoi. Souvent, des enfants qu'on interdit de répondre, on leur interdit de faire des bêtises, on est là, on les sauvegarde un petit peu de tout affrontement dans la famille. On peut avoir le risque qu'ils soient un petit peu démunis face aux camarades dans la cour de récréation. Merci. Nouvelle question. Alors, pourquoi
pense-t-il ou pense-t-elle que je fais de la différence? Donc là, du coup, on se place à la place du parent qui, du coup, dit, tiens, c'est drôle, mon fils ou ma fille pense que je fais de la différence entre lui et son frère ou lui et sa sœur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On en a parlé tout à l'heure. Euh, mais bien sûr qu'ils en font, c'est évident. Et moi, j'aurais presque envie de dire qu'il faut en faire, en fait. Ouais. Sinon, il faut faire qu'un seul enfant. Parce que si on en fait C'est plusieurs, ça. c'est pour qu'ils soient différents. C'est Enfin, ça. Moi, je pense qu'il faut en faire qu'un. D'ailleurs, moi, j'ai été enfant unique 10 ans, c'est très bien. S'occuper que de moi. Il n'y avait pas de problème. Et il y a eu, au bout de 10 ans, il y a eu le drame. Le vrai drame. Moi, je me souviens encore de quand est-ce que c'était. Bon, je connais sa date d'anniversaire, mais je savais qu'à l'époque, le 7 mai, même un peu avant, parce que ma mère, je ne sais pas pourquoi, elle était obligée de s'arrêter avant d'avoir mon frère. Ben moi, j'étais en classe verte à l'île de Ré. Et je me souviens qu'il y avait la visite des parents et qu'il y a eu un drame dans ma vie, c'est que mes parents n'étaient pas là. Mon père et ma mère, voilà, ils n'étaient pas parmi tous ces parents super qui assuraient un max, quoi, qui étaient là pour leurs enfants. Moi, ils étaient restés sous prétexte que ma mère allait accoucher, quoi. Le truc. Donc, je pense, évidemment, là, ce jour-là, il y a eu une différence. Moi, j'ai eu un énorme paquet cadeau en compensation, avec des chocolats, des trucs, tout ça. Mais je n'avais pas mes parents. Donc, il y avait bien une différence ce jour-là. Et en effet, je pense qu'on fait une différence. On essaye d'expliquer aux enfants très tôt que le cœur des parents, c'est un peu comme le ventre d'une maman. C'est-à-dire que quand l'enfant arrive, le ventre de la maman, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a tendance à s'étendre, à grandir, à grossir. D'ailleurs, s'il y en a un, il a une certaine taille. S'il y en a deux, il va s'agrandir un peu plus. Et bien, le cœur des mamans et des papas, il fonctionne pareil. Il va s'agrandir en fonction de la fratrie. S'il y en a un, il a une certaine taille. Deux, il va s'agrandir. Et que finalement, il y a autant d'amour pour tous les enfants, mais en effet, ce n'est pas le même. Donc, on fait des différences. Moi, je ne me vois pas faire la même chose avec Arthur, qui a 16 ans, voilà, qu'avec sa demi-sœur, qu'on a 26 aujourd'hui. On ne va pas faire les mêmes trucs, quoi, hein. Donc, évidemment, on les aime autant, mais on ne les aime pas pareil. Donc, il y a de la différence. Et on le verra tout à l'heure, on en discutait. Donc, il y a cette idée de jalousie, hein, dont on parle, de comparaison, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que oui, on fait de la différence. Donc, ils ont l'impression qu'on en fait, mais on en fait. Et oui, on doit en faire aussi pour les différencier. Si on aimait nos enfants exactement pareil, si on faisait exactement pareil, oh là là, la question des jumeaux d'ailleurs se pose bien. Quand on a des jumeaux, ils naissent en même temps, ils sont tous les deux. Alors on peut les habiller pareil, c'est rigolo au début, tout ça, machin. Mais n'empêche que pour eux, pour leur identité, ça sera important qu'on les aime pas de la même manière. D'ailleurs, ils nous rappelleront assez vite qu'on ne va pas les aimer de la même manière parce qu'ils n'ont pas le même caractère, ils ne font pas les mêmes choses. Et des enfants qui vont bien fonctionnent un petit peu comme des vases communicants. Finalement, on aurait l'idée que quand on a un frère et puis une sœur, si j'en ai une qui est super forte à l'école, il y en a peut-être un qui aime un peu moins travailler. Voilà. S'il y en a un qui est super fort au foot, l'autre, elle ne va pas faire de sport. C'est très difficile pour des enfants de se faire de la concurrence tout le temps. Donc c'est plus intéressant, en tout cas c'est un signe de bonne santé, qu'ils ne soient pas pareils et qu'ils essayent de ne pas se faire de la concurrence trop, parce que ça, on sait que ça abîme. Florent Manodou et sa sœur, ils se sont quand même un peu abîmés quand on voit comment ils finissent. Alors c'est sûr, ça fait des champions du monde et machin et tout, mais à quel prix, quoi? Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est plutôt un signe encourageant de voir ces enfants exister différemment, à des rythmes différents, et que du coup les aimer différemment, ça me semble bien. Alors c'est un jugement de valeur, les petits ne devraient pas en faire, mais maman me corrigera quand j'aurai fini l'intervention. Du coup, il y a cette notion-là de grand frère ou de grande sœur ou de petit frère et dans le côté on les aime pas pareil. Du coup, si on les aime pas pareil, est-ce qu'on les éduque différemment? Je pense alors, éduquer, c'est un mot super. On est dans un centre socioculturel. L'éducation, qu'est-ce que c'est intéressant. Moi, j'aime bien les racines. J'avais un grand-père prof de français, latin, grec, entre autres. Et donc, ma mère a dû me passer ça un peu, elle qui aime bien l'écriture. Je parle beaucoup d'elle, hein, je suis désolé, je suis un peu intoxiqué. Mais l'idée, c'est que la racine, c'est doukaere.
Doukaere, ça veut dire guider. Éduquer, c'est ex-doukaere, guider hors de. Donc on va guider hors de, comme dans un accouchement, de faire rentrer dans le cadre. Finalement, éduquer, c'est apprendre à en sortir. C'est quand même formidable. Et pour répondre à cette question qui serait finalement, est-ce qu'on les éduque pareil, est-ce qu'on les fait sortir pareil, je pense que les sages-femmes nous diraient qu'il n'y a pas deux accouchements identiques. Eh bien, il n'y a pas deux manières d'accompagner un enfant qui soient identiques. Je trouve que c'est assez juste, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas le même âge. Des fois, quand on a des enfants, moi je parlais d'un décalage de 10 ans avec mon frère. Je pense que quand voilà, mes parents m'ont eu en 74 et quand mon frère est né en 84, le monde n'était pas le même, mais ils n'étaient pas les mêmes. Ils étaient propriétaires, ils s'installaient. Voilà, il y avait des choses vraiment différentes. Donc évidemment, notre âge en tant que parent va modifier notre manière de faire. Et puis l'expérience du premier va aussi modifier l'expérience du deuxième. J'ai beaucoup de mamans d'ailleurs qui me disent « Oh là là, mais je ne sais pas si je vais pouvoir en avoir un deuxième parce qu'est-ce que je pourrais l'aimer autant que le premier ?» Il y a des gros doutes autour de ça et que finalement, comme on ne les aime pas pareil, on l'a vu tout à l'heure, eh ben, ça se fait. Donc oui, je dirais qu'on ne les éduque pas pareil et heureusement. Et puis quand on tente de le faire, ça ne donne pas la même chose parce que ok, le parent fait beaucoup de choses, mais l'enfant quand même, c'est pas le même. Il a aussi une identité propre et il ne réagit pas pareil. C'est ça qui est fantastique, c'est que des fois on en fait un, on en fait deux, on fait de la même manière, ça se passe à peu près pareil, c'est tranquille. Et puis il y a un petit troisième qui arrive, vous fout le bordel en disant « Ah ben moi je ne vais pas faire comme les autres ». Je vois bien, je suis le petit troisième qui est venu foutre le bordel. Alors c'est pas toujours simple d'être. Du coup oui, la place aussi dans la fratrie parce que il y a le côté je suis l'aîné donc ça peut parfois mettre une espèce de chape de plomb sur l'aîné qui doit montrer l'exemple, être écoute, si tu fais ça et ça, comment ton petit frère ou ta petite sœur va, voilà, tu t'es l'exemple, donc fais attention. Et puis quand on est le petit dernier, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, là, notamment entre le père qui s'adresse à son ado fille et qui lui dit comment ça se fait qu'en ce moment tu nous aboies dessus et tout ça, et tout de suite elle monte dans les tours en disant mais en fait à Alison vous lui cédez tout. Ça c'est vraiment intéressant. Je pense qu'en effet être le premier c'est difficile. Être le deuxième c'est difficile aussi. Et être le troisième c'est difficile aussi. Je crois que les places sont pas faciles dans une famille. Moi, je vois bien, on parle souvent des places, même encore à notre âge. Moi je sais que quand à Noël je vais dans ma famille, j'emmène mon fils. Oh là là, je ne sais pas quelle place j'ai. Je m'assois à peu près tout le temps au même endroit, dans le salon, dans la salle à manger, mais je ne sais pas si je suis le fils de ma mère ou le père de mon fils. Ou les places, c'est vraiment compliqué. Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire-là de l'aîné, c'est pas facile, le deuxième, c'est pas facile, le troisième, c'est pas facile, c'est quand même aussi qu'il y a certaines personnalités. C'est vrai qu'on le voit. Alors des fois, on attribue ça à l'aîné, le premier qui arrive, qui ouvre un peu la voie, qui doit avoir la tête un peu plus dure et tout ça. On dirait que c'est souvent lui, mais ça peut être distribué d'une autre manière. En tout cas, il y aurait des profils que moi, j'essaye de dégager pour essayer de rassurer les parents, me rassurer moi peut-être aussi de temps en temps. Il y a des profils qui sont un peu, voilà, celui qui est dans l'adversité, celui qui a un peu la tête dure, qui est parfois le premier, mais qui peut être un autre. Il y a un autre profil qui serait celui du petit dernier, un peu original, un peu différent, qui veut faire autrement, mais qui, vous savez, un petit dernier, c'est intéressant de savoir comment vous pensez qu'on sait qui est le préféré dans une famille. Parce qu'on dit souvent que c'est le petit dernier, mais comment on peut savoir lequel est le préféré? Alors là, je n'en sais fichtre rien. Alors c'est très dur à demander. En fait, on demande aux frères et sœurs. Ils dénoncent toujours le même. C'est-à-dire que c'est la majorité, hein, c'est une démocratie assez intéressante, mais les deux autres vont dire « Ah ben c'est celui-là, ah ben, il n'y a pas de problème ». Ou les trois autres vont dire « Ah ben c'est celui-là ». Il est souvent désigné par les autres, il lui dit « Ben non, mais c'est pas moi. Ben, vous avez eu beaucoup de choses que moi ». Moi, j'ai un enfant là, qui a 6 ans, qui est venu avec son frère de 12 ans, sa sœur de 15 ans, et il disait ben non, hein, c'est pas moi le préféré, regardez, vous avez un portable, j'en ai pas, vous avez le droit de sortir, moi j'ai pas le droit de sortir. Bon, l'écart d'âge n'intéressait pas beaucoup, mais il était dénoncé par son frère et sa sœur comme étant le préféré. Il y a une place, en tout cas, moi qui me paraît pas évidente, c'est celle de la tranche de jambon, moi j'appelle ça. Celui qui est un peu coincé entre les deux tranches de pain.
Pourquoi je dis que c'est pas facile? C'est parce que dans une fratrie, à 3, à 4, à 5, il y a souvent quelqu'un qui se retrouve à vouloir être celui qui fait le plus plaisir à ses parents, mais qui n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il est souvent désigné comme celui qui n'y arrive pas le meilleur, tout ça. Mais pourtant, lui, il voudrait, le conforme, quoi. Alors, je dis pourquoi c'est celui qui a toute ma tendresse, c'est parce que c'est celui qu'on entend parfois le moins, qui fait le moins de bruit. Et dans mon métier, c'est souvent les enfants qui font le moins de bruit qui sont le plus difficiles à aller chercher. Parce qu'un enfant qui fait de l'opposition, un enfant qui tape du poing sur la table, qui crie, qui claque les portes, il y a de la matière. Bon, des fois un peu trop pour nous, mais il y a de la matière. Mais un enfant qui est fuyant, qui se replie, qui dit rien, voilà, c'est souvent des signes qui sont un peu plus embêtants. Alors, je ne vous dis pas, vous, parents, de vous inquiéter là, parce que tout de suite, on va dire, ah bah, mon enfant, il claque les portes, ça va très bien, mais ça peut être, ah non, il ne fait pas de bruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je dis ça, c'est mon point de vue, c'est que François Camus, pas tous les thérapeutes, mais quand même, globalement, je dirais que c'est ça qui m'inquiéterait un peu plus, c'est le silence et le repli social que pourrait avoir un enfant. Bon, alors, on a déjà des questions. Vous pouvez continuer, hein. Là, on est en direct, vous posez vos questions et puis on tente d'y répondre. Si jamais ce sont des questions qui ont déjà été posées en début de live, eh bien, vous pourrez revoir cette vidéo parce qu'elle sera postée sur la page Facebook du CSC, les Chemins Blancs, dès ce soir minuit. Non, on me dit non, plutôt demain, on va dormir un petit peu entre-temps. D'accord. Alors, une question, du coup, on est sur ces histoires de silence ou au contraire de bruit, où ça pétarade un petit peu. On nous pose la question, comment faire et comment réagir face à des situations de violence verbale, verbale et physique, pardon, entre ces enfants? Ben oui, c'est ce qu'on disait, c'est difficile parce que chaque parent a des niveaux de tolérance différents. On n'a pas eu la même éducation. Hein. On sait bien qu'on fait avec nos enfants ce qu'on aurait aimé avoir nous. Alors, en gros, quand on devient parent, il y a deux manières de devenir parent. Il y a tout ce qu'on a aimé, on va le reproduire, voire on va l'améliorer. Moi, j'aimais bien les câlins. Moi, je suis très tactile avec mon fils. Et puis, tout ce qu'on n'a pas aimé, ben, on va essayer de le balancer, voire de faire le contraire. Donc, l'idée est que de voir ses enfants se taper dessus, ça peut être compliqué quand pour nous-mêmes, ça a été difficile. Première manière d'être en panne. C'est-à-dire que je suis parent, je vois se reproduire devant moi ce que moi j'ai mal vécu. C'est déjà difficile, mais ça redevient difficile. Ou alors, deuxième manière d'être en panne, ben nous, on ne se tapait pas. Ou moi, j'étais fils unique, j'en ai 3. Comment je ne sais pas faire, je suis en panne aussi. Et du coup, pour moi, l'idée n'est pas forcément est-ce qu'on les laisse se battre ou pas, même si j'essaye de donner des repères. Hein, on m'a demandé de donner des solutions, je vais en donner, mais elles valent ce qu'elles valent. Alors, ça m'arrive de dire on les stoppe au premier sang. Donc on dirait tant qu'ils s'insultent, et ça ne va pas saigner. C'est les oreilles qui ont mal. Mais il y a des familles où il ne peut pas y avoir un mot plus haut que l'autre. Et il ne doit pas forcément y avoir un mot plus haut que l'autre. C'est aussi ça. On doit respecter, nous les psys, mais je pense que tous les intervenants d'une équipe éducative, on doit aussi faire avec l'histoire familiale et avec comment ça fonctionne. En effet, un mot dans certaines familles est bien plus grave qu'un geste. Et inversement, dans d'autres familles, un geste, c'est bien plus grave qu'un mot. Donc c'est là où c'est très difficile de répondre, mais j'entends dans cette question-là une inquiétude. C'est pour moi, c'est difficile de voir se battre mes enfants. Comment je peux faire? Alors je disais, le mieux c'est de ne pas le voir. C'est vrai que c'est ça qui est mieux, mais est-ce que c'est de les empêcher de le faire ou de leur laisser des espaces? Parce que les enfants, ils ont besoin de se défouler. Vous le voyez bien, ils n'ont pas les mêmes moyens de communication que nous. Nous, on peut parler, on peut essayer des choses. D'ailleurs, des fois, on crie aussi. Hein. Mais ils ont un besoin un peu plus physique parfois de passer à l'acte, donc de se chamailler. C'est pour ça que je dis on arrête au premier sang. Mais ils ont besoin d'espace et de temps pour se défouler. Dans un centre social, on le sait, hein, on va avoir des temps calmes, on va avoir des temps où on les fait se défouler un peu, parce que si on ne les laisse pas se défouler et qu'on les enferme, ça va être l'horreur. Donc évidemment, il faut respecter aussi ces rythmes-là chez l'enfant.
l'enfant, alors pour moi l'enfant, j'ai dit ça durait longtemps, mais on va dire que les jeunes enfants, avant l'arrivée dans l'adolescence, ils ont vraiment besoin, et des fois ça traîne l'adolescence. On disait avant qu'on avait une adolescence entre 14 et 18 comme la Première Guerre. Aujourd'hui, il y en a des adolescents, je me demande si elles commencent pas à 8 ans. Ils ont à peine fini leur première crise de 18-36 mois qu'ils commencent la deuxième. Donc il y a des fortes crises d'opposition, mais qui durent. Je me demande quand même, moi, si ces crises qui durent, ces oppositions qui durent, elles ne sont pas aussi liées à notre peur, nous, de parents, qui est de l'opposition. Comme on n'en veut pas, on finit par essayer de l'empêcher, et donc elle dure, parce qu'elle ne se fait pas vraiment. Et qu'un enfant, il a besoin de limites claires. Il n'a pas forcément besoin qu'on se tape dessus, mais il a besoin de limites claires. C'est-à-dire de sentir que, je ne sais pas, de poser un cadre et de lui dire, voilà, moi, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, tu vas pouvoir faire des choses là, et ici non, je ne suis pas d'accord. Ici, tu es hors jeu. Alors, tu as le droit d'y aller, mais moi, je vais t'y ramener. En te montrant ma désapprobation, en peut-être te grondant, je ne sais pas, moi, chacun fait à sa manière. Mais l'important, c'est qu'il ait un cadre dans lequel il puisse quand même peut-être avoir de l'opposition, peut-être se crier, peut-être hurler, peut-être... Voilà, et peut-être des fois se taper un peu dessus. L'idée, c'est de ne pas trop être pollué quand on est parent. Moi, c'est ce que j'entends. Il faut qu'on s'éloigne un petit peu de ça. Parce que quand on veut être avec ses enfants tout le temps, on va aussi être témoin de choses qui vont nous faire du mal aux oreilles. On parle des tout petits qui hurlent, mais on pourrait parler des ados qui crient avec leur casque avec Fortnite. C'est aussi traumatisant pour des parents. Moi, je crois qu'il faut avoir des portes beaucoup plus isolées que ce qui se fait aujourd'hui. Vraiment, ça c'est conseillé, de pouvoir fermer ces portes où on entend des horreurs et de laisser un petit peu de distance. Alors, ça ne veut pas dire les laisser livrer à eux-mêmes, mais de laisser des temps où ils puissent expérimenter et aller plus loin. Et puis d'autres temps, on leur dit, là, vous avez le droit, il y a un temps prévu pour ça. Et puis, il y a un temps où ce n'est pas permis. Devant nous, par exemple, ils nous demandent d'arbitrer. On dit, non, devant moi, tu ne fais pas ça. Voilà. Bien. Autre sujet, mais toujours dans la grande thématique de la fratrie. Une autre question qui nous est posée, les relations dans les familles recomposées. Comment gérer la relation entre l'enfant d'un premier mariage et le demi-frère ou la demi-sœur? Déjà, l'appellation demi est quand même assez, assez difficile à entendre pour l'enfant en question, je suppose. Oui. Mais voilà, on nous pose la question, comment gérer Alors, demi, c'est déjà pas mal. Alors, c'est pas de moi, mais moi, je parle de famille recomposée quand il y a un enfant en commun. Sinon, comme le docteur Marcelli, qui était le chef de la pédiatrie à Poitiers, je parlerais de famille juxtaposée. Aujourd'hui, il y a une structure juxtaposée qui est assez fréquente. C'est-à-dire beaucoup de parents qui se collent l'un à côté de l'autre, finalement, sans avoir d'enfants en commun, sans avoir ce ciment-là. Ça donne... moi, l'éclairage que je donnerais, il faudrait que je demande à mon père. Moi, j'ai été adopté du côté de mon père. J'ai un père adoptif. Et lui, pour le coup, il m'a élevé alors qu'il y a 0 patate de lien entre nous en termes sanguins. Il y a d'autres liens aujourd'hui, parce que je pense que je n'arriverai pas à lui ressembler totalement physiquement, mais par contre, je sais que dans mes manières de faire, notamment dans ma manière de me mettre en colère, je ne vais pas chercher bien loin où j'ai appris des trucs. Et ça, je crois qu'il faut être généreux pour élever les enfants de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est bien plus difficile d'élever les enfants de quelqu'un d'autre que d'élever les siens. Dans le sens où on ne sait pas où se poser. Et je me dis qu'il faut être généreux, il faut pouvoir écouter. Et le pire, c'est qu'il va falloir pouvoir supporter la manière dont fait son compagnon ou sa compagne avec ses propres enfants, déjà, parce qu'elle ne fait pas du tout comme moi j'ai fait avec mon autre compagne. Et pire, est-ce que je vais pouvoir laisser mon compagnon intervenir avec mes enfants? Ouh là 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 là. Ça, c'est vraiment des choses très, très difficiles. Et d'avoir je pense que ça demande de la distance un peu, et ça s'invente.
Moi, je le vois bien, depuis 20 ans que je travaille avec les familles de différentes manières, je vois bien qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une norme à être dans des familles juxtaposées ou recomposées. Et qu'on est en train de voir cette mutation de l'éducation. Et qu'avant, il y avait une espèce d'obligation, un respect du père très fort, quelque chose de très vertical, de la parole du père. Aujourd'hui, le père et la mère, ils ont normalement autant de paroles l'un que l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui se joue, ce qui peut créer du conflit. Mais c'est surtout qu'on est dans une norme à la recomposition. Ça peut peut-être aider les enfants à se sentir moins anormal, mais je crois que les parents n'ont que peu de repères, en fait. C'est ce qui se passe. Avant, on était dans une génération où on reproduisait ce qui se passait avant. Nos parents étaient mariés, on se mariait, on devait rester mariés, c'était comme ça. Aujourd'hui, on ne reste plus mariés. Hein. Moi, je vois des gens de 70, 80 ans qui sont restés 50 ans ensemble. Aujourd'hui, là, ceux qui partent pour 50 ou 60 ans, il y en a de moins en moins. Donc, évidemment, cette idée de famille recomposée, d'ordre et d'amour et de règles, c'est vraiment une question intéressante que je dirais. C'est très difficile de répondre à tout le monde. Moi, je dirais qu'il faut une certaine tolérance pour l'autre, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on vit en couple, on ne peut pas vivre comme si on était célibataire. Je le répète tout le temps, mais aujourd'hui, on voudrait être en couple comme si on était célibataire, c'est-à-dire être deux entités posées l'une à côté de l'autre qui ne se marchent pas sur les pieds. C'est-à-dire que je suis là, l'autre il est là, donc je mets l'autre, je me mets moi, voilà. On vient vous voir parce qu'on veut une famille où personne ne se marche sur les pieds. Ni mes filles, ni mes fils, tout le monde va être à sa place, ça va bien se passer. Or, dès qu'on met des gens les uns à côté des autres, il y a des interactions dans tous les sens, des fils qui se tendent, heureusement, hein, des fils d'affection, mais qui créent des distensions et des déformations permanentes. Et on est bien obligé de faire des compromis, des deuils, des efforts, et écouter l'autre et essayer de construire avec lui une nouvelle famille. C'est largement, à mon sens, aussi difficile que de se marier, voire plus. Bien, merci. J'ai encore des questions, et si vous en avez, vous n'hésitez pas. Hein. Vous faites ça plutôt bien, me dit-on en régie. Hein, oui, on me fait ainsi. Voilà. Séverine, qui est derrière là-bas avec Valentin, note les questions les plus pertinentes. Mais visiblement, il note toutes les questions car elles sont pertinentes, me dit Séverine, qui est radieuse derrière son masque. Voilà, ça se voit là, les cheveux qui frétillent comme ça, elle est toute contente. Alors, par exemple, on avait noté aussi cette question comment éviter la comparaison entre les enfants? Je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Donc, comment faire pour éviter quelque chose qui n'est pas évitable? C'est pas facile, ça. Hein. Oui, je pense que c'est difficile et je pense même que c'est nécessaire. L'apprentissage se fait en regardant l'autre. C'est-à-dire que l'apprentissage, il se fait d'abord parce que je regarde papa parler, je regarde maman parler aussi, marcher, et j'apprends comme ça. Depuis que je suis tout petit, les premiers mots viennent comme ça, les premiers gestes viennent comme ça. Et donc, on se compare, on regarde l'autre. Je parlais de l'enfant que j'ai vu là, dans mon cabinet et qui se comparait, lui, directement à un enfant qui a 4 ou 6 ans de plus que lui. Oui, parce qu'il a envie, et tant mieux qu'il ait envie de grandir, qu'il ait envie de faire comme l'autre. Alors, c'est vrai que ce qui peut être difficile aussi, c'est que nous-mêmes, ça va être difficile pour nous de ne pas comparer. Parce que quand on a déjà vécu les nuits avec l'un qui se sont passées d'une manière, si ça ne fait pas pareil avec l'autre, oh là là. Donc ça me paraît difficile. Après, est-ce que la question est que les parents comparent ou les enfants comparent? Moi, je crois que c'est les enfants là qui peuvent poser problème, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Je trouve que la comparaison peut aider à comprendre que l'âge, notamment, je suis surpris aujourd'hui que des enfants de 6 ans, parfois, se couchent à la même heure que des enfants de 10. Et que ça pose de problème à personne. Bon, c'est plus facile, hein, sûrement, mais il y a une telle volonté, oui, de faire plaisir aux enfants, peut-être, qu'on accède à des demandes très très tôt, ou que justement, ça ne pose pas de problème. Moi, j'encourage parfois, dans les familles où ça a du mal, justement, dans les comparaisons, à dire, tu es plus grand, toi, tu as le droit de te coucher à 20h15, et tu vois ta sœur à 20h parce qu'elle est plus jeune. Il n'y a qu'un quart d'heure, peut-être qu'il n'y aura pas de différence, mais on aura dit
toi tu es un, toi tu es plus vieux, toi tu es plus jeune. On peut répéter ces constructions-là, je trouve, de manière subtile, parce que l'important, c'est pas que pour nous, il y ait une différence parfois, mais c'est que pour l'enfant, il se sente reconnu dans sa place. Ils disent, ah oui, c'est vrai, le grand, il est à 20h15 et moi, je suis qu'à 20h. Oh, j'ai envie de 20h15, moi. Ben, quand tu seras plus grand. Dans la réalité, on les couche ensemble, hein, si ça se trouve. Hein, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas une seule réalité. Il y a la réalité des parents, la réalité des enfants. Ce qui compte, c'est que l'enfant, il y trouve quelque chose. Et que l'envie de ressembler à son grand frère, c'est super. Alors, vous disiez tout à l'heure, oui, des fois, c'est l'envie d'être le petit. On voit d'ailleurs plein d'enfants régresser au moment de l'arrivée d'un enfant parce que justement, le petit enfant, il concentre toute l'attention des parents. Un petit enfant qu'il faut nourrir demande beaucoup plus d'attention qu'un grand qui se débrouille tout seul. Et justement, il peut y avoir cette comparaison, se dire « Ah ben moi, j'aimerais bien passer plus de temps » où on voit ces régressions qui tentent d'amener les parents à s'occuper autant de moi, l'aîné, que le petit qui vient d'arriver. Mais dans les expressions inverses, qui est le petit qui dit « Je veux être comme le grand », c'est difficile, mais en même temps, c'est un signe de bonne santé qu'il a envie de grandir. C'est un autre signe de bonne santé qu'on pourrait lire et que je peux vous transmettre. C'est quand un enfant il veut être plus grand que son âge, c'est très bon signe. Parce que, un, c'est ce qui va lui arriver. Et puis, deux, ça veut dire qu'il a envie. Il est en vie. Voilà. Ça rejoint un petit peu une question qu'on avait également notée qui se posait de la façon suivante. Comment associer l'aîné de la famille à l'arrivée du petit bébé qui va arriver là dans les semaines voilà. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer? Et puis plus loin, la question c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à créer une relation? Oui. Eh ben, je vous dirais, je ne sais pas qui a posé cette question-là, mais si elle regarde, je voudrais lui répondre. Je me dis que si elle se pose la question, cette personne-là, que ce soit un papa ou une maman, eh ben, elle a déjà gagné. Elle a déjà répondu. Parce que si je me pose la question de dire comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait de la relation, il va y en avoir. Il va y en avoir parce que je vais y être attentif. Je vais justement essayer de faire pour qu'il y en ait. Parce qu'une relation peut se tisser de plein de manières. Ça peut être d'une manière physique, en touchant le ventre de sa maman. Ça peut être... Voilà. Moi, je crois que c'est plus important pour les parents de répondre aux questions des enfants que de trop les anticiper. Mais quand je me pose la question, au moins, ça montre des parents attentifs à ce que va demander l'enfant. Et souvent, l'enfant, quand il voit le ventre grossir, quand on lui explique, enfin, il a plein de questions. Il y a plein de beaux ouvrages d'ailleurs sur l'arrivée des enfants. Dans le petit clip, il y avait une question sur qu'est-ce que c'est qu'un clitoris. Il y a des fois des questions, comment on fait les bébés. Je l'avais cet après-midi, moi. Cet après-midi, un parent qui se retrouve avec ça dans le cabinet, un papa en plus, il était super content, sa petite fille de 5 ans, qui dit oui, comment on fait les bébés? Et puis son frère de 8 ans qui dit moi je sais. Moi, je sais. Et puis le papa, bon. Et je dis, on va leur demander. Et la petite fille dit, moi, maman, elle m'a expliqué qu'il fallait se faire des gros bisous et puis qu'après, il y avait un enfant qui arrivait. Et le frère dit, c'est pas ça du tout, hein. Moi, je sais, je sais. Et puis, on laisse les enfants parler. Et le petit garçon dit, je sais, mais c'est dégueulasse. Alors, le père, il change de couleur. Et moi, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va inventer? Ah non, c'est trop. Mais je dis, tu peux en parler, tu sais, ici, c'est pas grave. Si tu veux en parler, tu en parles. Et là, il explose de rire. Non, ça se dit pas, ça se dit pas. Il a le droit de rester là. C'est pas obligé d'aller le pousser plus. C'est plus intéressant d'entendre son questionnement ou d'entendre sa petite sœur voir où elle en est. Moi, je trouve qu'à 5 ans, dire que c'est avec un bisou qu'on est enceinte, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'à 5 ans, on a le droit de croire au Père Noël. Donc, voilà. Et qu'à 8 ans, on trouve... oui, parce que peut-être qu'il voulait préciser qu'il fallait mettre la langue ou quelque chose de particulier. Mais il a le droit de rester là-dedans. On n'est pas obligé de les alimenter trop tôt avec... Alors attends, on va aller sur YouTube, tu vas voir. Non, on n'est pas obligé. Et on est dans une société aujourd'hui, et c'est vrai, ils sont très exposés. On pourrait avoir un enfant de 8 ans qui tombe sur un site pornographique avec des choses qu'il ne peut même pas entendre. Dolto, elle avait un truc pas mal là-dessus. Elle disait que, à l'époque, dans les années 70, elle avait des parents qui disaient mon enfant de 8 ans, justement, est rentré au moment où on était en train de faire l'acte. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? On l'a mis dehors, on ne voulait surtout pas. Et elle disait c'est peut-être une erreur. Parce que ce qu'il a vu, il ne l'a pas compris, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a à peine vu les choses.
Alors, c'est pas, elle dit, il faut s'arrêter, évidemment, mais peut-être qu'on peut revenir avec lui, parler de ce qui s'est passé et lui expliquer que ce qui s'est passé, c'était de l'amour, que c'était peut-être comme, voilà, on faisait l'amour, on s'aime, ou on faisait un enfant, ou, voilà, mais de pas forcément diaboliser une situation parce que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'une fois que c'est arrivé, c'est peut-être important, nous, adultes, de faire la médiation avec ce que l'enfant vient de voir pour éviter un traumatisme. En fait, le trauma se crée après un choc, mais aussi après un silence, après un non-dit. Et il vaut mieux parfois essayer d'aller dans l'univers de l'enfant pour tisser quelque chose qui va lui permettre de ne pas faire enfler de l'imaginaire, même si ça reste quelque chose qui est de l'ordre du bisou ou de l'ordre de quelque chose qu'on aurait brodé, mais de s'adapter à l'âge de l'enfant. Donc, pour cette chose-là, voilà, je ne sais pas si je réponds totalement, mais j'essaye cette piste-là. Bon. On a pas mal de questions, on vous remercie. J'en ai une juste avant de passer aux 3 questions qui nous sont parvenues, enfin qui sont parvenues d'ailleurs jusqu'à moi. Là, tu viens d'en parler, François, et puis dans la petite vidéo du début du live, il y a une situation comme ça. Est-ce que c'est forcément la maman qui doit expliquer à la petite fille ce qu'est la sexualité et le petit garçon doit forcément avoir l'explication de son papa? Moi, je préfère que ce soit... Alors, c'est hyper intéressant ça. Moi, je pense que ça a beaucoup bougé. Parce que dans la vidéo, le père, il dit « Moi, je suis très Ouais. embêté avec ces questions-là. C'est plus à sa mère Ouais, mais je crois qu'on a le droit d'être embêté. On a surtout le droit d'être embêté avec les questions de nos enfants. Surtout que quand ils vont bien, les enfants, je vous jure, ils ont des antennes. Ils comprennent pas ce qu'ils font, mais ils vont appuyer à l'endroit où ça fait mal, hein, où on n'est pas à l'aise. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a cette très belle publicité. Je dis, c'est quoi cette bouteille de lait là? C'est justement, les questions vont être à pile poil. L'enfant, il joue à essayer d'obtenir une réaction chez l'adulte. Donc, on a le droit d'être mal à l'aise, et puis, il n'y a pas vraiment de règle, même si moi, j'entends en tant qu'homme que je préfère que ce soit madame qui explique à ma fille comment on met un tampon, ou pourquoi, je préfère. Maintenant, écoutez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles où il n'y a pas de femmes. Des fois, il n'y a pas d'hommes non plus, hein. Et pas que dans les familles monoparentales. Moi, j'accompagne beaucoup. Alors, je vais faire un peu de sexisme quand même. J'accompagne plus de couples féminins que de couples masculins. J'espère que ça viendra un peu plus, mais dans le sens où ça m'apprend beaucoup de choses. Mais je dirais que l'enfant, il s'adapte, il se construit. Donc, on va aller chercher lequel des 2 papas, par exemple, est le plus à l'aise pour faire ça. Et puis, pourquoi pas imaginer que ça soit la tante? Pourquoi pas imaginer que ça soit autre chose? Vous savez, on a cette idée, nous, parents, que ça doit être la maman qui fait ci. C'est d'un autre âge, parfois. Hein. Aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver une médiation à ce qu'on puisse apporter une réponse à l'enfant qu'il sécurise. La manière dont vous faites, à partir du moment où vous n'êtes pas toujours en train de vous tirer et donc que vous ne donnez pas d'explication, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant d'aller trouver une méthode. Et je trouve que les parents, je disais, sont de plus en plus inventifs pour trouver des choses qui rassurent. Donc, voilà, je dirais que ce n'est pas spécialement au papa ou à la maman, c'est parfois une décision de couple, on peut en discuter. Je trouve même intéressant qu'il y ait des discussions de couple. Je trouve qu'il y en a un peu moins que ce que j'ai pu entendre auparavant. Dans l'idée où ça peut se vivre, on peut discuter de choses entre parents pour dire voilà comment on fait, ou tiens j'étais obligé de dire ça à notre fille, et puis qu'on en rediscute après. Mais un papa peut tout à fait dire qu'il n'est pas à l'aise, heureusement. Enfin, il n'est pas obligé il faut qu'il assume des responsabilités, d'accord. Mais l'idée, c'est pas qu'il fasse sentir à son enfant qu'il est en train de faire un truc horrible et que ça ne va pas lui aller. La première règle quand on est parent, c'est d'essayer de trouver soit un équilibre, quelque chose où je me sente à peu près bien pour pouvoir être confortable pour expliquer quelque chose à l'enfant. Maintenant, personne marche sur l'eau. Moi, le premier, la sexualité avec mon fils, moi, je crois que je ne lui ai pas expliqué les préservatifs avant que j'ai eu peur. Il y a eu un moment donné, voilà, il était avec sa copine et puis c'est moi qui suis venu et je suis passé pour un con, entre guillemets. Il m'a regardé et fait... Papa, déjà, je ne veux pas discuter de ça avec toi. C'est ça. Et lui, je trouve que ça a commencé tôt, enfin, en tout cas par rapport à son père, du décalage. Arthur, si tu regardes la vidéo. Moi,
voilà, moi, je n'étais pas à l'aise, mais j'ai essayé d'en discuter, j'ai essayé d'aller vers lui. Après, ça passe ou ça passe pas. Je vous rappelle, c'est répondre aux questions des enfants et puis répondre à vos questions aussi. Vous avez une inquiétude, vous avez le droit d'en faire part à votre enfant. L'idée, c'est de ne pas l'envahir avec toutes vos angoisses, mais il faut quand même pouvoir dire, ben, moi, je suis inquiet. Je sais, je viens t'embêter peut-être, mais si je t'en parle, Arthur, c'est que voilà, moi ça me touche, c'est mon rôle de père, je me sens un peu inquiet. Maintenant, je ne vais pas l'obliger à m'écouter pendant toute sa vie sur tout ce que j'ai envie de lui dire. Merci. On change de sujet, mais on reste toujours dans la grande thématique de la fratrie. La question qui nous est posée sur Messenger, je crois, enfin sur le Facebook, c'est ça? Oui, voilà. Comment accompagner mon ou mes enfants à travers le décès d'un frère ou d'une sœur? Alors ça, c'est pas simple, hein. Je pense que déjà, le traumatisme de la perte d'un enfant, c'est quelque chose de tellement difficile. C'est un peu comme voilà, l'idée de se dire comment j'élève mes enfants. On fait à chaque fois différemment. Comment j'accompagne dans le décès? Je crois que déjà, c'est important de poser des mots pour soi. Je disais qu'il faut être bien avec ça, de poser des mots pour soi et que si on est inquiet de quelles répercussions ça peut avoir pour ses enfants, je crois qu'il faut s'écouter. Aller voir un thérapeute comme moi ou un autre qui fait de la thérapie familiale, ça peut être intéressant d'en parler en famille parfois. De se dire, oui, moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir dans ces cas-là. C'est arrivé il y a un mois, là, pour un enfant de 7 ans qui était décédé dans une fratrie où ils étaient tous plus vieux, et c'est le plus petit qui est décédé. La maman disait, moi, j'ai besoin qu'on en parle. Donc, elle est venue, elle a dit, mais elle a eu cette honnêteté-là, je trouve, de dire, moi, je suis inquiète, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai expliqué ça à mes enfants, on en a parlé au téléphone, elle est venue. On en a parlé. La plupart des enfants ont ou pu dire ou ont dit moi je veux pas en parler. Il y en a une fille qui a dit je veux bien moi en profiter pour parler un peu. Ça fait trois fois que je la vois parce que c'était assez important. Et finalement on a peu parlé de ce décès. On a parlé d'autres choses. Donc comment on les accompagne? On les écoute. On les écoute et on prend soin de soi en tant que parent. Je crois que dans un moment aussi traumatisant, aussi difficile, c'est important de prendre soin de soi parce que, évidemment, quand on perd un de ses enfants, on va être très très mal et du coup, on va moins être soutien pour ses enfants qu'on en peut-être besoin. Maintenant, alors je ne vais pas être très très poli, mais moi j'ai souvent cette expression, je ne sais pas s'il y a une bonne manière de vivre quelque chose de merdique. Alors, il y a des choses à éviter, hein, mais il faut aussi ponctuer des choses difficiles par des moments difficiles. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ça soit catastrophique, mais je dis si on n'est pas capable de reconnaître que là, c'est dur, dans un moment comme ça va être dur, c'est difficile. Alors, c'est difficile pour moi. Maintenant, ce qui peut être compliqué, c'est que c'est peut-être pas difficile pour l'enfant. Le frère ou la sœur, ça lui passe peut-être un peu au-dessus, quoi. Ou il ne peut pas l'affronter parce qu'il est trop jeune. Donc, il n'y a pas de bonne manière de faire ça, si ce n'est d'écouter là où en est l'enfant. Moi, je propose souvent ça, on en discute et on ne force pas l'enfant. S'il ne veut pas en parler, s'il n'en est pas là, on ne le force pas. Être attentif, c'est important, mais pour pouvoir être attentif, il faut vraiment prendre soin de soi. Et dans une tourmente aussi importante, moi, je conseille aux parents d'abord de bien prendre soin d'eux et de continuer à être à l'écoute. Pas forcément, voilà, peut-être qu'avec un avis extérieur, de temps en temps, on peut les rassurer en disant, bon, nous, on trouve que on peut assez bien dire, ben là, il n'y a pas trop d'inquiétude, il est vivant, il parle, il fait. À l'école, les échos, on va les demander parce qu'à l'école, c'est des très bons indicateurs aussi pour savoir si l'enfant a changé de comportement. Voilà. On va regarder un petit peu tout ce paysage parce que le psy n'a pas la vision absolue. Au contraire, la famille a souvent plus d'infos, l'école a plus d'infos, le centre social a souvent plus d'infos. Donc en faisant le tour comme ça, on va vérifier. On peut rassurer peut-être le parent. Et puis, il faut que le parent accepte que ça peut être dur pour lui et pas forcément difficile pour le moment. Je vous dis, parce que ce n'est pas le moment, ou deux, il n'y a pas les armes, donc il vaut mieux attendre. Merci. Une autre question. Mon enfant a une maladie chronique et il est très en colère, notamment contre son frère. Comment réagir?
Ah. Alors je suppose que son frère n'a pas de maladie chronique et que Oui. du coup, voilà, il y a cette colère de pourquoi c'est moi qui suis malade et pas mon frère. Oui, oui, oui. Alors, la maladie, on parlait du décès, la maladie, on voit bien que toutes ces choses qui arrivent à l'extérieur et qui envahissent l'équilibre familial vont donner de nouvelles règles du jeu. Moi, je dirais que la maladie peut provoquer cette réaction. Je suis en colère parce que c'est pas juste, mais il y a aussi certaines maladies physiques qui augmentent le tempérament agressif des enfants. C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est tellement spécifique. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi des enfants qui n'ont pas de pathologie qui sont agressifs avec leurs frères. Il ne faut pas oublier qu'une pathologie, même chronique, n'empêche pas un enfant d'être un enfant comme les autres. Même un trisomique, même des enfants avec des grosses pathologies vont quand même traverser des phases qui sont des phases de développement qu'un enfant qui n'a pas de pathologie ou génétique ou motrice ou allergique traversera. Il y a une égalité là-dessus, enfin une égalité. Il y a des zones de passage qui sont des zones obligatoires dans le développement humain. Donc c'est très difficile souvent de faire la part entre ce qui appartient à la pathologie et ce qui appartient au développement naturel de l'enfant. Moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut essayer de se dire que ce qui va apaiser le plus la famille sera là où je vais aller, moi. C'est un peu bizarre, mais finalement, on va essayer de chercher un fonctionnement dans la famille, quelque chose qui apaise. On n'a pas d'avis, si ce n'est d'essayer d'aller soutenir la famille là où elle en est, pas d'aller faire une greffe ou pas d'aller faire quelque chose qui va bousculer l'équilibre familial. Non, c'est plutôt de se dire dans un cas comme ça, ben oui, comment on peut faire avec cette agressivité, comment on peut faire avec la maladie, et peut-être qu'en parler, on parlera peut-être de communication tout à l'heure, en parler dans un lieu un peu différent. Ah oui, je revends le psy, mais moi je fais psy. Si j'étais animatrice dans un centre social, je dirais mettez-le un peu dans le centre social, vous verrez, ça le socialisera et ça ira mieux. Je le dis moi de temps en temps. Qui voit un peu autre chose, qui s'ouvre. D'ailleurs, Dolto disait ça. Il y a des très beaux témoignages où elle parlait du fait que les parents doivent s'occuper des enfants de 0 à 3 ans, enfin les mamans, parce qu'à l'époque c'était un discours évidemment plus féministe, mais de 0 à 3 ans, elles s'en occupent. Puis après, ma foi, il y a peut-être le grand frère ou la grande sœur qui s'en occupera. Et puis surtout, dès qu'il a 8-9 ans, oh là là, il faut qu'il aille en dehors de la famille, qu'il voit d'autres choses. On l'oublie un peu, surtout en période de Covid, même si on a la chance là de ne pas être masqué. On oublie que la socialisation, les liens, le fait d'avoir des références multiples, ça peut aider un enfant. Notamment en termes d'agressivité, notamment en termes de socialisation. Il faut qu'il s'entraîne, on le disait au début, mais il faut qu'il s'entraîne. Donc ça pourrait être une voie intéressante pour répondre à l'agressivité de cet enfant. Peut-être qu'il a besoin aussi de tisser d'autres liens avec d'autres gens, de s'entraîner un peu plus en dehors peut-être de cet échange avec ce frère. Et puis j'ai envie de vous dire, peut-être que ça va bien aux deux. Peut-être que, voilà, là, il y a tellement d'hypothèses que je pourrais faire que c'est très difficile d'être précis pour cette question, même si je suis très content qu'elle soit posée. Alors, une autre question. Mes enfants ont une relation fusionnelle. Voilà. Et cela impacte notre quotidien. Comment faire pour réajuster cette relation ? Ils ont une relation. Je suis en train de me dire, tiens, mais si je suis parent, c'est vrai que ça m'embête. Mais si je suis l'enfant, je pense que ça ne m'embête pas. Ah, là j'entends des parents qui me disent comment faire pour qu'ils arrêtent d'être fusionnels parce que eux, à deux, ils nous embêtent. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon petit schéma. En tous les cas, il y a un impact sur le quotidien. Oui. Avoir des enfants, des fois, ça n'a pas... Non, c'est pas gentil ce que je fais. Non, il faut que entendre cette difficulté. Moi, j'entends une difficulté là, à se dire je suis envahi par des zones avec ces enfants. Moi, j'ai tendance à dire quand même qu'à un moment donné, on parle des enfants aujourd'hui, donc on doit parler du couple. C'est obligatoire pour moi. Je ne suis pas sûr, si j'ai dit qu'il y avait de très bons parents, alors là, je ne suis pas sûr qu'il y ait de très bons couples. C'est-à-dire que si on parle des familles recomposées, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la durée de vie moyenne des couples, elle a singulièrement diminué depuis des années. Et du coup, à cette réponse-là, je dirais, où sont les espaces où les parents, ces parents-là qui témoignent,
peuvent s'extraire de la famille, justement, prendre un week-end. Moi, je dis, il y a une petite règle qui est moi qui ai inventée, alors on a le droit de me la balancer, mais si j'avais écrit ça quelque part, on le ferait aussi. Mais je le redis en conférence, je dis, pour moi, il y a une règle, quand je fais de la thérapie de couple, quand je fais de la thérapie familiale, il faut savoir quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a passé une nuit en dehors de la maison, en dehors des périodes de vacances scolaires. Que le couple, pas avec les enfants, pas pour aller à un mariage, pas pour aller voir des amis, juste tous les deux. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'au moment où je m'extrais, moi, de cet endroit-là, je crée un espace. Ça, c'est Mara Selvini qui avait travaillé comme ça, une systémicienne italienne, qui avait travaillé ça pour essayer de dégager les parents de la pathologie de leurs enfants. C'était des pathologies graves, l'anorexie notamment. Mais elle avait découvert qu'en séparant les parents des enfants, eh bien, on obtenait des résultats hyper intéressants. Donc là, je dirais que moi, je donne une prescription, c'est la seule que je fais. Je dis, il faudrait un rythme de croisière, que les parents, une fois tous les 2 mois, ils passent une nuit en dehors de la maison, sans les enfants. Et puis en leur disant, là, on va être de mauvais parents, on va s'occuper de nous. Et on crée un espace, la nuit notamment, un espace de séparation qui est nécessaire parfois. Là, peut-être à poser la limite de dire, oh, et on en a jusque-là de l'envahissement de vos trucs fusionnels à la con, là, vous tapez dessus ou vous êtes les meilleurs amis du monde. Nous, on va vous montrer que être adulte, c'est pas être que parent. Être adulte, c'est aussi être un homme et une femme, un époux, enfin une épouse et un époux. Donc, l'idée, alors je ne réponds pas totalement à la question sûrement, mais j'en profite parce que c'est vraiment quelque chose, je dis même qu'en cas d'urgence, il faut 1 fois par mois. Quand on commence à grésiller dans son couple, et il faut le faire, et il faut se l'imposer, ce n'est pas un truc naturel. Alors moi, j'ai des parents qui me disent, mais nous, on le fait. On part 1 semaine, tous les ans, et sans les enfants. Et c'est bien. Je dis seulement, c'est un peu comme si vous preniez une grosse cuite le jour du Nouvel An, puis on est plein de bonnes résolutions, puis je dis, je prends la boîte d'Alka-Seltzer, je prends toute la boîte, comme ça j'aurai plus mal à la tête de l'année. C'est le seul truc qui ne me va pas, c'est-à-dire que c'est trop ponctuel, il faut de la régularité. Alors c'est que de l'observation des gens que j'ai pu accompagner. Partir 1 semaine par an peut suffire de temps en temps, mais quand ça coince, c'est souvent que ça manque de régularité. Voilà. Ça peut être 1 semaine par mois, par exemple. Voilà, une semaine par mois. Ça, 1 semaine avec par des mois, enfants c'est pas en mal. internat. Voilà. D'où, du coup, la place des grands-parents, souvent, dans ce cas-là. C'est-à-dire Oui. que très souvent, les enfants vont finir chez papy et mamie, quoi. Exactement. Voilà, mais pour la bonne cause. Parce que comment ça se fait qu'ils vont chez papy et mamie, les enfants en général? Est-ce que vous savez à quel moment les grands-parents voient leurs petits-enfants? Pour un truc beaucoup plus important que le couple. Hein. Le couple à côté, c'est rien. Eh ben moi, je vais dire, c'est pour le mode de garde éventuellement. Mais non, c'est pour le boulot. C'est comme j'ai pas la chance de travailler dans une mutuelle. Non, pardon. Il y a trop de gens qui travaillent dans les mutuelles, il ne faut pas que je dise ça. Comme j'ai pas la chance d'avoir assez de vacances. Eh bien, les moments où moi, je ne suis pas en vacances, je confie mes enfants aux grands-parents. Mais en aucun cas pour que je passe du temps avec mon mec. Juste parce que j'ai pas assez de vacances pour les garder et je peux pas les laisser à la maison livrés à eux-mêmes, on a entendu. Donc l'idée, c'est qu'on préfère, pour le boulot, c'est une bonne raison de demander aux grands-parents, mais alors pour le couple, non. C'est honteux. Demander, dire à ses parents, vous pouvez les garder parce qu'on a besoin de passer un peu de temps tous les deux, ça c'est honteux. Aujourd'hui, c'est honteux. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'on a plus de chances de retrouver un boulot que de retrouver une femme. Enfin, je parle de moi là peut-être. Mais c'est plutôt ça. C'est plutôt l'idée d'à un moment donné, les espaces qui sont avec nos enfants, envahissants, fusionnels, on doit aussi être, nous, capables de donner des espaces de respiration aux enfants, mais aussi en prenant soin du couple conjugal qui a donné naissance quand même aux enfants. Bien. On continue, hein, parce qu'on a toujours des questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On est encore là. Pouf, oh là là, on est encore là. On ne sait même pas, parce que du coup, comme on a commencé très en retard, si ça se trouve, ça ne va pas couper. On va être là pendant à peu près 48 heures. On ne sait jamais. Alors, le comportement de mes enfants, eh bien, s'est dégradé durant la période que l'on traverse. Là, on parle de la période crise du Covid et le tutti quanti. Ils se referment et il n'y a plus de communication au sein de la famille. Que faire?
Alors, c'est vrai que le Covid, souvent, alors là, pour le coup, moi j'ai des copains, des collègues, on essaye de s'interroger sur qu'est-ce que ça a comme impact. Moi, je dirais que c'est un amplificateur. C'est-à-dire que finalement, d'être confiné avec ses enfants en télétravail à la maison augmente la pression, puisqu'on n'a plus d'espace de respiration extérieur, on ne va plus pouvoir prendre sa voiture entre le job et la maison. Enfin, il y a eu beaucoup de ces phénomènes-là. Je ne parle même pas de l'atrocité de l'école à la maison. Ça, je pense que ça, c'est pire que le Covid et pire que tout. Il y a eu l'école à la maison. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Alors, j'entends quand même un signal, j'ai dit tout à l'heure, donc je vais y faire attention, un signal fort, j'entends, on se replie les uns sur les autres, on s'isole. Alors, je ne sais pas quel âge ont les enfants, on va dire que je ne dirais pas la même chose d'un enfant de 5, 6 ans, 7 ans qui se replie sur lui-même ou d'un ado de 13, 14, 15 qui se replie sur lui-même dans sa chambre. Ça ne veut pas tout à fait dire la même chose pour moi. Un petit qui se replie, qui ne parle pas, qui ne se socialise plus, notamment à l'école, il faut regarder ça, ça peut être inquiétant. Un ado, j'ai envie de dire, c'est presque le passage obligé. Moi, le mien, il a fait 1 an et demi de Fortnite dans sa chambre. Non, il est allé à l'école un peu. Mais je vous assure que ça ne veut pas dire la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être sensible à l'isolement et à la rupture de contact. Je mets un bémol quand même. La rupture de contact, est-ce qu'elle est dans la famille ou est-ce qu'elle est générale ? Au centre social, peut-être aux classes, au dispositif après l'école. Est-ce qu'à l'école, c'est peut-être intéressant avant de s'alarmer d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Puisque je rappelle qu'on fait des enfants, non pas pour qu'ils habitent à la maison ad vitam aeternam, même si j'ai beaucoup aimé Tanguy quand j'étais jeune, c'était un film intéressant, mais c'est pas ça le but. Je fais pas des enfants pour qu'ils passent toute leur vie avec moi. Je fais plutôt des enfants pour qu'ils aillent habiter ailleurs, pour qu'ils fassent d'autres choses. Donc parfois, des signes inquiétants à la maison n'ont pas de ces effets à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est là où je dis que c'est le terrain d'entraînement et qu'il joue des choses différentes. Un des indicateurs forts pour moi, c'est le degré de socialisation. Si l'enfant n'a pas changé d'attitude à l'extérieur, c'est un peu moins inquiétant que s'il change d'attitude partout. S'il change d'attitude partout, voilà, ça fait partie des indicateurs de repli total. Où là, oui, pourquoi pas, allez, je revends un peu de thérapie familiale, pourquoi pas de se poser pour essayer d'échanger. Pourquoi je parle souvent de la thérapie familiale ? C'est parce que, en fait, les parents qui viennent me voir ou qui travaillent, ou même moi en tant qu'individu, on sait déjà ce qui ne va pas. Mais quand moi je dis quelque chose à mon fils, il m'écoute moins que quand c'est un tiers, en fait. Combien j'ai de parents qui me disent, mais on lui a... tu vois, on te l'a dit ça. Oui, sauf que moi, il m'écoute parce que je ne suis pas son père. Et je dis la même chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant notre travail. Il suffit d'écouter les parents et on sait quoi dire aux enfants. Ils savent déjà, on sait, mais la difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'amour, il y a de la friture sur la ligne. À partir du moment où il y a un lien d'amour, la communication, elle est bien plus difficile. Et il faut aussi parfois l'accepter, de pouvoir mettre de la distance. Alors, on peut parler, mais c'est vrai que parfois, le lien d'amour empêche ça. Voilà les indicateurs que je regarderai, en tout cas par rapport à ce cas précis, où c'est vrai qu'il peut y avoir eu des effets Covid et qu'un des effets, ça peut être la rupture de socialisation si elle est vraiment trop importante. Voilà, j'essaierai d'abord de réenclencher la socialisation, hein. C'est-à-dire qu'on va quand même, j'espère, s'en sortir de cette crise sanitaire. Et donc, j'irai refaire de la socialisation, inviter des copains à la maison, faire qu'ils repartent à l'extérieur, essayer de la relancer de cette manière-là. Et puis, si vraiment je constate une fermeture globale, ça peut être intéressant d'aller vers de la thérapie familiale. Alors, à peu près dans la même bouture, alors, la question est posée telle quelle, hein. Quel moyen de communication dans la famille ? Plutôt téléphone, plutôt lettres, plutôt... Mais tout, c'est super les exemples. Là. La lettre, le SMS, pourquoi pas ? Moi, j'ai des parents, ils disent « On a tellement marre de se faire interrompre qu'on communique par SMS dans la maison. » Je trouve que c'est rigolo tant que ça marche. Moi, j'aime bien les trucs qui marchent. Et je trouve que les parents, ils inventent des choses tellement intéressantes. C'est pour ça que c'est passionnant ce métier. C'est qu'on apprend tous les jours. On apprend des trucs qui marchent.
Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'un truc qui marche dans une famille ne va pas du tout marcher dans l'autre, hein. C'est rarement transposable. C'est un peu comme avec les enfants. Ce qu'on a marché pour le premier ne marche pas pour le deuxième. Voilà. Des fois oui et des fois non. Mais quel moyen de communication? Oh ben, je ne sais pas, hein. Il y avait les conseils de famille. J'ai vu plein de choses qui marchent. Puis il y a des choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup recours au psy. On est très à la mode, hein, avec En Thérapie qui a relancé évidemment le concept du psychanalyste. Merci, merci Arte. Euh, mais au-delà de ça, peut-être qu'aujourd'hui, le psy, c'est un moyen de communication, j'en sais rien. Euh, le langage et la communication dans la famille, je ne sais pas si j'y réponds sur cette question. On avait dit qu'on en parlerait. Ben là, du coup, on est dans la communication. Ouais. Eh ben alors, moi, je pense que c'est important de se poser, évidemment, de parler plutôt à froid. Hein, parce qu'à chaud, il y a quand même des choses qui se passent des fois qui sont un peu tendues. Donc, revenir à froid sur des questions, c'est intéressant. Et surtout, peut-être, comment dire, se rappeler de l'âge de ses enfants. C'est-à-dire que quand on a à communiquer dans une famille, souvent, on demande aux enfants de venir dans le monde de l'adulte. On veut qu'ils comprennent, mais on veut qu'ils comprennent comme un adulte, souvent. Alors, je reparle de Dolto, mais évidemment, moi, je suis un enfant élevé par Dolto en partie. Elle disait l'enfant est une personne. Il faut imaginer que voilà, avant les années 70, l'enfant n'était pas vraiment considéré. Il n'avait pas droit de vie. Déjà, la femme, pas beaucoup. Alors l'enfant, il ne fallait même pas imaginer qu'il ait le droit à la parole. Donc elle dit, attention, l'enfant est une personne, on peut lui parler. On doit lui parler même pour qu'il prenne place dans la famille. Je dirais maintenant, alors vous voyez, 40 ans après, 50 ans après, on a entendu qu'il fallait parler à l'enfant, mais on a entendu un truc un peu différent. On a entendu l'enfant est un adulte, pas une personne. On lui parle d'ailleurs comme un adulte. Si vous allez en néonate et que vous commencez à faire devant un couffin, faire arre, 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 aga, 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 et une puéricultrice, elle va arriver à faire arrêtez, vous allez le rendre débile. Et c'est vrai que ça peut se passer comme ça dans nos visions aujourd'hui. Donc on leur parle très tôt. Et moi, je trouve ça très bien. On peut parler. Mais même, moi, j'ai Héloïse qui est née le 25 mars. C'est une petite dédicace à ma nièce. Ses parents, moi, on lui parle comme si elle était adulte. Ça pose pas de problème. Parce que l'enfant, il va sentir les choses. Il va sentir ce qu'on lui dit. Et c'est d'abord comme ça que ça passe. La seule chose qu'on oublie très vite dès que l'enfant nous répond, c'est qu'il ne comprend pas comme un adulte. Quand il ne nous parle pas, Héloïse, elle est née le 25 mars, elle ne me répond pas. Elle a dit « Oh, elle a compris, mais elle a souri. » Mais j'y crois pas à ce que je dis. Elle sent les choses. Mais quand un enfant de 8 ans, comme petit Mathis, dont je parlais tout à l'heure, qui est en train de parler du racisme et de Marine Le Pen, ben je pourrais croire qu'il sait qui est Marine Le Pen autrement qu'à la télé, et qu'il sait qu'on est au suffrage universel, il sait comment on fait les élections. Mais non, il reparle de quelque chose, y compris du racisme, sans avoir plein d'informations. Et donc, ce mouvement où on adultifie l'enfant, à force de le considérer comme un être plus intelligent qu'il ne l'est, a un effet un peu pervers, c'est qu'on ne va plus dans l'univers de l'enfant. On ne va plus voir ce qu'à 8 ans, de quoi on s'amuse à 8 ans. Moi, j'essaye de le faire avec mon ado parfois, j'essaye d'écouter sa musique. J'avoue que ce n'est pas facile, hein. Quand on écoute du Damso, alors c'est peut-être poétique pour lui. Putain, c'est pas Jean-Jacques Goldman, hein. Et du coup, aller dans son univers, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je ne peux pas à la fois lui demander de communiquer avec moi qu'avec mon langage. C'est comme avec sa femme. On ne peut pas lui demander de parler que le langage de l'homme. On doit aussi parler le langage de la femme. Donc, avec son enfant, il faut aussi apprendre à parler son langage, s'intéresser, aller voir, se cultiver. Bon, se cultiver en regardant Fortnite, c'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est important d'aller voir de temps en temps, ne serait-ce que pour l'enfant sente l'intérêt qu'on a pour lui. On continue ? On continue. On a encore quelques questions. Alors, je chausse mes lunettes parce que là, c'est écrit un peu petit. Ma fille de 16 ans explique des choses à son petit frère qu'il n'est pas en âge d'entendre et de comprendre. Je ne sais comment me positionner. Un conseil ? Faut la mettre en internat. Faut l'éloigner. C'est dur, ça. Bah, évidemment, les interactions, on parlait des fils tout à l'heure. Bah oui, il y en a qui sont parfois gênants. C'est-à-dire que là, j'entends une fille qui fait ça, là, qui fait la maman, qui est adultifiée. Elle est sur le fil des adultes, comme sont beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et puis, elle joue à la maman avec les autres, en expliquant des choses. Bon, là, ce que j'entends, c'est surtout qu'il y a un problème de communication avec mon enfant de 16 ans.
un problème de communication avec un enfant de 16 ans, je ne vais pas vous dire encore des horreurs, mais c'est un signe de bonne santé. C'est l'adolescence. Tout à fait normal. C'est le moment où personne ne peut comprendre son enfant. Bien Et sûr. d'ailleurs, on le dit, moi je le disais, personne ne peut me comprendre en C'est claquant ça. la porte. Mm. Donc évidemment, c'est un signe de bonne santé. Alors malheureusement, elle vient mettre la mouise avec les autres. Ça ne suffit pas déjà qu'on se cogne Oui. la crise d'adolescence, nous avec les parents, mais en plus, on va se la cogner avec les autres enfants. Alors là, il y a une autre image qui me vient, qui est aussi un héritage parental, c'est l'image du mobile. La systémie, c'est la thérapie familiale s'appelle la systémie, c'est inventé par les Américains, c'est un beau truc. C'est comme un mobile qui tourne autour du lit, au-dessus du lit. Vous savez, le truc, ça pend là. C'est une famille avec plein de mobiles dedans. Et quand il y a un mobile qui bouge, quand l'enfant attrape un mobile, tout le reste bouge. Ben, dans une famille, à l'adolescence, quand celle-là elle est en train de bouger, elle va faire bouger tout le monde. Donc évidemment, peut-être qu'elle alimente son frère avec des trucs qu'elle ne devrait pas, mais en même temps, ça fait partie de ce qui va bouger au moment de l'adolescence. Comment on le régule? Ben, dans l'essai de transaction, déjà avec son ado, parce qu'évidemment, ben, lui dire qu'on peut fixer des limites claires à un ado, on est encore dans le cadre, dans se dire, ben, moi, je dois poser le cadre. Trop petit, il ne respectera rien. Trop large, elle risque de faire n'importe quoi. Donc c'est ça le métier de parent, c'est d'essayer de trouver la bonne distance entre quelque chose qui sera impossible à respecter et quelque chose qui sera bien trop large et qui fera courir des risques à ses enfants. Et pour répondre à cette question, un des conseils, c'est ça, c'est de se dire que on ne peut pas vraiment l'éviter, quoi. On ne peut pas vraiment éviter. Alors, éviter qu'elle parasite les autres non plus. C'est-à-dire qu'elle est dans cette famille, elle va y jouer un rôle. Donc, c'est très difficile à éviter. Et c'est là où on a besoin de soutien. Voilà, encore un rôle de psy, on a besoin de soutien. Alors, des fois, c'est la sœur ou le frère qui le fait, parce que dans une famille, on trouve aussi des soutiens intéressants. Mon frère, il est d'un très grand soutien parfois avec mon fils, parce qu'il a un autre interlocuteur que moi. Ça peut être des choses comme ça qui aident à réguler, à faire que la famille se sente mieux. Moi, je trouve que chacun puisse exprimer ce qui va et ce qui ne va pas peut être un terrain intéressant. On continue. J'ai une relation fusionnelle avec ma dernière. Ah. Et du coup, les grands ont peu de place. Alors, comment rééquilibrer les relations? Ça doit être une maman, ça, certainement, ou un papa. Oui. Si c'est la dernière, c'est souvent la maman, quoi. Voilà, on est dans le cliché total, là. Oui, mais les clichés, ils ont du bon, des fois. Je ne suis pas trop pour qu'on soit complètement comme les femmes, même si j'aimerais bien porter un enfant un jour. C'est mal barré, j'ai 47 ans, je crois que je ne verrai jamais ça. J'avais envie ça me vient de vous faire un petit dessin, la différence entre l'égalité et l'équité. J'entends, je suis très fusionnel avec la dernière. Avec et la du dernière. coup, comment rééquilibrer le noyau familial avec les enfants qui sont de fait plus âgés? Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'entends égalité là-dedans. Il faudrait de l'égalité. Alors, on a dit qu'on n'aimait pas pareil. La différence entre l'égalité et l'équité. Moi, je regardais Tom Sawyer quand j'étais petit. Ça vous dit quelque chose, Tom Sawyer? Ouais. C'est l'Amérique. Moi, oui, mais je suis pas sûr que pour. Oui, peut-être pas Voilà. tout le monde. Moi, je suis né sous bon. Pompidou, donc oui, ça me Ça dit va. quelque chose. Comme les gens qui sont nés sous Giscard, après. C'est une belle clôture, d'accord? Et d'un côté, on va parler d'égalité, d'accord? D'égalité, pardon. J'écris très très mal, évidemment. Et de l'autre côté, l'équité. C'est un petit dessin qu'on voit circuler de temps en temps, mais je trouve très intéressant. C'est l'histoire des 3 frères ou des 3 sœurs, de la petite dernière. C'est-à-dire de se dire, tiens, si je suis dans l'égalité, moi, j'ai 3 enfants, donc je leur donne la même attention et je ne suis pas plus fusionnel avec l'un que l'autre. J'aurais donné le même promontoire pour pouvoir regarder par-dessus la balustrade. Donc, mon aîné voit très bien. Le deuxième voit un petit peu moins bien. Et alors le petit dernier, j'en parle même pas. Voilà. Ça, c'est l'égalité. Puisqu'ils ont eu chacun le même promontoire. Par contre, si on parle d'équité, en effet, j'ai un promontoire adapté pour le premier. On va en remettre le même. Mais je vais peut-être prévoir un tout petit peu plus grand pour mon deuxième. Et je vais en prévoir un très très grand pour mon petit dernier, qui a besoin de plus d'attention.
Et on voit bien que là, ils voient tous les trois au-dessus de la clôture, mais avec des instruments différents. Et bien, dans le temps qu'on donne, dans l'attention qu'on donne, il peut y avoir ça. Alors évidemment, ce qui est souvent le signe de contestation, c'est qu'il y en a qui râlent. T'en as trop donné. C'est pas juste. Hein. La régulation, c'est aussi à chaque parent, là j'entends presque de la culpabilité à dire je m'en occupe trop. Je m'occupe trop de mon petit dernier, je me sens coupable de ça. Mais vous savez, les grands, parfois, ils ont besoin qu'on leur lâche la grappe aussi. Hein. Ils ont aussi besoin de faire seuls d'autres choses. Et ils ont même parfois besoin de râler. Moi, j'ai compris ça. C'est pas du tout en thérapie que j'ai compris ça. J'ai compris ça avec ma compagne, avec ma femme, la mère d'Arthur. Elle m'a appris ça. Moi, je croyais que quand elle me faisait un reproche, il fallait que je trouve une solution. Par exemple, elle disait « j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de mon boulot ». Je disais « mais change de boulot, arrête de te plaindre de ce boulot-là, change de boulot ». Et elle me disait « mais tu comprends rien. Tu comprends rien ». Et en effet, un psy ne comprend rien, mais voilà un psy ne comprend rien, en tout cas à l'époque. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'elle n'avait pas besoin que je trouve une solution à son problème. Elle ne voulait pas de solution. Elle voulait que je l'entende parce qu'elle avait mal dans son boulot. Elle était mal dans son boulot, mais elle aimait son boulot, mais elle était mal. Elle avait besoin que je l'entende, que ce n'était pas facile. Et parfois, il y a des enfants qui râlent, qui disent « mais oh, tu passes pas assez de temps avec nous », mais qui n'ont pas forcément besoin qu'on en passe plus, mais qu'on entende que pour eux, c'est une souffrance, qu'on reconnaisse que plus grand, ils s'assument plus, qu'on les valorise aussi. C'est une petite piste, peut-être. Alors peut-être faut un peu moins de fusion, mais peut-être faut aussi entendre ce que sont en train de me dire les autres. Peut-être ils veulent simplement un peu de reconnaissance. Alors, cette question, une question, non, c'est une réflexion plus. Mes enfants sont grands, entre parenthèses, adultes. Voilà. Et ils sont toujours jaloux. Ça, du coup, ça passe pas, quoi. On disait combien de temps on est enfant. Mais tant qu'on a des parents, on est enfant, du coup, c'est ça. C'est ça. C'est ça la réponse. Ouais, Ouais, okay. Donc, monsieur ou madame, là, vous êtes... écoutez, mourrez. Oui, voilà. Ça Moi, résoudra le problème. Et encore. Comme ça, au moins, du coup. Hein. Oui, mais encore, vous savez... tous les deux, si vous êtes deux, mourrez en même temps. Voilà. Comme ça, du coup, il n'y aura plus de... Mais c'est hyper intéressant. Mais ça résoudra peut-être pas la jalousie. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Tu viens de toucher un truc, pour moi, dans les cas des enfants grands et des nôtres, hein, moi je suis frère, c'est que parfois ça s'est calmé un peu, mais il y a un moment où c'est vraiment la merde. Pardon, je suis désolé, je ne parle pas bien ce soir. C'est à force de travailler avec les enfants. C'est au moment du décès d'un des parents. Oui. Toutes les histoires au moment des héritages, de succession et tout ça. Quoi. Moi, je suis un fondu de la télé. Il y a une très belle pub pour une voiture où on voit deux hommes dans un cabinet de notaire et il est en train de dire alors vous avez les 300 000 euros sur le compte, la propriété en banlieue, l'appart avenue Foch, et il se tourne vers l'autre et vous avez la Golf. Et là, celui qui vient d'avoir l'appart avenue Foch tape du poing sur la table en disant « J'ai toujours su que c'était toi le préféré ». C'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est la symbolique des choses. C'est en aucun cas une espèce d'échelle de valeur qu'on peut niveler entre les enfants. C'est très dur quand on est parent de comprendre parfois pourquoi ils sont jaloux. Putain, on dépense 10 fois plus pour le grand que pour le petit et il est jaloux. Ah oui, parce que lui, il ne veut pas que vous dépensiez 10 fois plus, il veut que vous passiez plus de temps peut-être. C'est là où je dis... Le plus important pour avoir été... Moi, je suis bavard, vous l'avez vu ce soir, je ne sais pas à quelle heure on va s'arrêter parce que je suis trop bavard, mais ma mère, je pense que c'est un truc difficile, ça encore, pour elle, mais bon, je parle de toi, maman, ce soir. C'est un hommage à Françoise Dolto aussi, qui faisait des émissions comme ça. Ma mère me disait souvent, il y a 2 fois plus d'oreilles que de bouches sur un visage. Donc, dans le monde, il y a 2 fois plus d'oreilles que de bouches. Elle dit, ça doit bien avoir un sens. Alors, il y avait un double message. Hein. Il y avait « tu parles trop » et il y avait que je pense que c'est global, c'est une attitude de l'humain où on doit écouter un petit peu plus et pas qu'avec sa vision. Alors là, je vais plutôt citer Carl Rogers qui est quelqu'un qui a travaillé sur l'écoute active. Il disait que pour vraiment écouter quelqu'un, il faut se décentrer de soi. Il faut s'intéresser à l'autre. Pas seulement au problème qu'il est en train de me raconter, vraiment à l'autre. Pas à soi. Donc,
je pense qu'il peut y avoir de ça autour de l'écoute, c'est quand même important. Et puis de la rivalité, ben oui, il y aura de la rivalité, mais peut-être faut l'écouter, cette rivalité. Peut-être cette jalousie, il faut l'écouter. De quoi elle parle, de qui elle parle. Et en effet, elle s'arrêtera peut-être jamais, donc il faut peut-être aussi s'y habituer, hein. Il y a des choses, il faut les accepter Oui, aussi. alors, mais est-ce que du coup, puisque ces enfants sont adultes, est-ce que c'est pas à eux, en tant qu'adultes, de gérer cette jalousie, en fait, ou en Bah, tous les cas quand même. de régler le problème, parce que À, bon, à un moment, qu'elle j'espère soit- qu'on se repose quand on est parent. qu'il Hein. soit ou qu'elle soit un peu tranquille, cette personne-là, quoi. Voilà. Donc Ouais. attendez pour mourir, hein. Donc du coup, c'est plus à eux maintenant de gérer le truc. J'espère, Euh, mais c'est difficile, je crois, de plus s'inquiéter pour ces. Non, On non, dit, mais c'est ma grand-mère, elle devait dire ça. Vous savez, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et c'est ça qui est difficile, je crois, quand on vieillit et quand on a ces enfants qui grandissent. Bah, évidemment, les inquiétudes sont plus fortes et se multiplient, même si on essaye de les lâcher et d'avoir confiance en eux. C'est dur. Hein, maman? Je fais coucou parce qu'elle est derrière le truc. Alors, ma petite de 3 ans a le dessus sur ma grande de 10 ans. Dois-je intervenir? Alors, c'est le 3 qui a le dessus sur le 10? Ouais, c'est ça. L'enfant de 3 ans, visiblement, Comme quoi, les petits derniers, ils se débrouillent bien. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Non? C'est un beau schéma. Je trouve que quand tu as 3 ans, on fait la misère à celle de 10. Ça veut dire que, celle de 10, elle est plutôt attentionnée, elle veut bien faire, elle essaye de trouver, de pas mettre des grandes claques à celle de 3. Donc ça montre bien que celle de 3 a dû tenir beaucoup de place. Peut-être que je laisserai un peu de régulation entre 10 et 3 ans. Je ferai confiance. Je leur dirais, je les inciterais même. Je dirais, celles 10 et 3, je les laisserai toutes les deux. Puis s'il y en a une des deux qui vient dire, ah maman, ma grande sœur, elle ne veut pas me laisser rentrer. Eh ben, je vais lui dire, mais écoute, retourne-y ma puce. Vas-y, moi j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu vas la convaincre, retourne-y. Et si c'est celle de 10 qui arrive, ah maman, elle arrête pas, elle veut pas me lâcher les basques et tout. Bah, écoute, t'es la grande, moi j'ai confiance en toi, tu es capable de t'imposer, vas-y, j'ai confiance en toi, allez, retourne-y. Et le seul moment où on devrait les arrêter, c'est ou quand ça saigne partout, ou quand les deux arrivent en pleurant, et, et là, au lieu d'arbitrer, vous dites, bah, vous voyez bien, vous n'êtes pas capable de jouer toutes les deux, c'est pas possible, donc chacune dans votre chambre. C'est le seul moment où on sépare finalement, quand elles demandent toutes les deux la même chose. Mais sinon, je les encouragerais à aller au bout de leur transaction, moi j'appelle ça. Et l'idée que ce soit 3 et 10, je pense qu'à 10 ans, on est quand même capable justement de s'imposer un peu sans détruire son enfant de 3 ans. Et quand l'enfant de 3 ans est capable de secouer suffisamment, ça veut dire qu'il a des défenses et il pourra s'adapter. Bon, en aucun cas, c'est une espèce de faiblesse de la part de l'enfant de 10 ans. Bah, c'est un bon truc pour s'entraîner. Bon, parfait. Donc tout va bien. Tout Oui. va bien. Est-ce qu'on a encore des... Non, on n'a plus de questions, me dit-on. Non, d'ailleurs, bon, tout le monde est endormi derrière la régie. Voilà, ils sont Voilà, tous- vous ne les voyez pas, mais ils sont... Non, Oui. ils viennent de se réveiller, ça y est. Est-ce que j'ai fait le tour des questions qu'on avait déjà reçues avant de commencer? Alors, ah oui, tiens. Ah, peut-être une petite dernière pour la route. Pourquoi est-ce que les enfants sont jaloux? Alors, oui, je conseillais un petit. Moi, j'ai des petits bouquins dans mon cabinet de Catherine Dolto-Tolic, la fille de Françoise Dolto, qui a fait des petites bandes dessinées. Il y en a un, c'est Jaloux, pas jaloux, qui est hyper intéressant, qui explique la rivalité un peu frères et sœurs. Je dirais que la jalousie, je vous dis, c'est l'envie, c'est le fait de se dire je me sens lésé, on ne fait pas assez attention à moi et je voudrais être l'autre. L'altérité, elle pousse beaucoup à ça, puisque comme on imite, on apprend en imitant l'autre, on a envie de devenir l'autre. Donc c'est le phénomène même de l'apprentissage qui donne cette déviation vers la jalousie. Après, l'idée, c'est que c'est quand ça devient destructeur que c'est compliqué, quand c'est récurrent et qu'on n'arrive plus à exister en dehors du regard de celui qu'on jalouse. Hein. Mais non seulement je pense que c'est un réflexe naturel, après c'est comme tout ce qu'on a discuté ce soir, c'est est-ce que ça envahit tellement l'enfant qu'il n'arrive plus à se développer en dehors de cette rivalité. Et c'est là où je dis le socialiser de manière extérieure peut être intéressant. Ce petit bouquin est intéressant à lire dès 2 ans. On peut lire ça jusqu'à 6-7 ans. C'est un petit truc qui est sympa autour de la jalousie.
c'est difficile pour moi de ne pas aborder un sujet quand on parle de la jalousie ou du développement des enfants. Donc j'aimerais bien, si tu me permets ça, alors là, faire un petit schéma que tous les gens qui sont venus me voir ont déjà vu, en conférence ou ailleurs, mais qui est un schéma important pour moi pour rappeler un petit peu des bases du fonctionnement. C'est très philosophique, la psychologie, mais ça rappelle des bases de fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement d'un enfant, il se fait à peu près toujours de la même manière. Là, on va dire que c'est l'évolution, et là, c'est le temps qui passe. Voilà. On est dans une société aujourd'hui de performance, de confort, on veut toujours mieux, toujours plus. La jalousie nous pousse peut-être à ça d'ailleurs, à toujours regarder ce que l'autre a et à pas regarder ce que nous on a. Pousse à dire par exemple, moi quand je lis les appréciations sur les bulletins, c'est un délice, moi qui ai rempli ça pendant très longtemps, c'est par exemple on dit bon trimestre, mais il y a toujours un truc, c'est continue. C'est rarement, on arrête rarement sur c'est bien. On dit c'est bien, mais continue quand même. C'est une espèce de truc où on a peur, on aurait peur qu'il y ait une régression à un moment donné. Un autre philosophe que je citais tout à l'heure disait travailler plus pour gagner plus. Il faut toujours plus. Oui, pardon, j'avais dit que je ne le ferais pas. Tant qu'il est avec nous, on peut le citer. Tout ce que ça fait, ça, c'est quand on tire trop sur la corde, comme il l'a fait, hop, on s'écroule. Ça s'appelle le burn-out. C'est une maladie assez récente, le burn-out. C'est la dépression parce qu'on a calqué le modèle psychique sur le modèle de l'entreprise. Comme on veut gagner plus, on tire plus des gens, plus de productivité, et on tire, jusqu'à ce que l'esprit humain casse. Or, l'humain ne se déplace pas du tout comme ça, ne se développe pas du tout comme ça. Il est dans une progression. Si on la regarde, c'est pas, je ne détiens pas la vérité, j'ai juste un peu observé autour de moi. On s'entend à dire, mon père qui est psychomotricien, il parlerait de la même chose. Un enfant, quand il se développe pas comme ça. Il commence à marcher, la première chose qu'il fait, c'est qu'il tombe. Puis il va se relever. Il va commencer à parler, il va dire des gros mots. Il va commencer à écrire, il va faire des fautes d'orthographe. Il va commencer à faire du vélo, on enlève les roulettes, il retombe. À chaque fois qu'il y a une phase de progrès, il y a une phase de régression. Alors je sais, dans le temps, on ne peut pas reculer en arrière. Mais si on y regarde bien, là, cet endroit-là, là, on appelle ça la consolidation du stade. C'est-à-dire que la définition de quelqu'un qui sait marcher, vous savez ce que c'est ? Tiens, qu'est-ce que c'est ? Tu sais comment on sait ? Comment on peut dire, tiens, cet enfant-là, il sait marcher, le tien, il sait marcher, et le sien, il ne sait pas marcher. Comment on peut le savoir, ça ? Moi, je dirais que lorsqu'il sait marcher, lorsqu'il tombe et qu'il peut se relever tout seul. Parfait. C'est exactement ça. Ce n'est pas un nombre de kilomètres, ce n'est pas un temps, c'est la capacité à pouvoir se relever seul. C'est-à-dire à réenclencher la marche alors qu'elle s'est arrêtée. Donc, le fait de progrès et de régression, elle est permanente. C'est un peu comme l'inspiration et l'expiration. On ne peut pas toujours être sur l'inspire. On ne peut pas toujours être sur la progression. Donc, il faudra à un moment donné reculer. Et si vous y regardez bien dans cette espèce de cycle, le plus intéressant pour nous, les psys, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le rebond. C'est le moment où on dit on a touché là, hop, et on rebondit. Et si on regarde encore un peu mieux, ce beau dessin que j'ai fait, il dessine un escalier. Et même il dessine autre chose. Ça, c'est exactement si j'avais mis un petit repère sur ma chaussure. C'est le pied qui va au-dessus de l'escalier, qui s'appuie sur l'escalier, qui recule, parce que si vous avancez tout droit, vous serez coincé par la marche, et qui avance. Tous les jours, quand vous montez votre escalier, vous faites ces stades de développement. Eh bien, l'être humain, il est fait comme ça. Il y a des stades où ça va mieux et il y a des stades où ça va moins bien. Alors là, elles sont très régulières, mes boucles. Évidemment, il y en a des plus ou moins grandes. Et évidemment, il n'y en a pas qu'une à la fois. Il y a des endroits où on est en pleine progression. Par exemple, il apprend à parler. Et puis, il y a des endroits où il peut être en pleine régression, l'enfant. C'est-à-dire de ne plus être propre tout d'un coup. Et c'est intéressant de se souvenir qu'on ne revient pas là. Moi, j'aimerais bien revenir à mes 20 ans, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir ici. C'est-à-dire que quand je tombe de l'escalier, je ne reviendrai pas là, jamais. J'aurais pu,
Il y a des années que je n'aurai plus. 47, c'est fini, j'aurai plus 27, et il faut que j'abandonne. Donc, il y a des choses qui sont acquises, même des choses qu'on a perdues quand un homme ou une femme perd la parole. C'est pas comme s'il l'avait jamais eu. C'est d'ailleurs parfois plus handicapant parce qu'il l'a déjà eu et il est frustré de ne pas l'avoir. Donc, souvenez-vous que quand on sait qu'un enfant peut aller mieux, quand on sait qu'un enfant peut aller bien, il peut avoir des phases de moins bien, c'est pas grave. Il reviendra, il réapprendra, et la famille aussi. Voilà. Je voulais juste préciser ça parce que quand on parle de fratrie, il y a des hauts et des bas, mais c'est important de se souvenir ça dans le développement de chaque enfant. C'est pas une progression systématique et linéaire. Merci François. Merci. On a passé un chouette moment. Enfin, moi, je trouve que j'ai passé un... Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dernière question? Oui, alors attendez, on me dit qu'il y a une dernière question qui arrive. François, on pensait que ça allait être terminé. Il y a visiblement encore des gens qui nous regardent, ce qui est plutôt bon signe. N'oubliez pas, alors, de vérifier si les enfants dorment vraiment dans les chambres, parce qu'à cette heure-ci, selon l'âge qu'ils ont, bien évidemment, à 16 ans, ne rentrez pas dans la chambre. C'est vraiment le moment où il ne faut pas rentrer dans une chambre. Et puis, donc la question arrive, c'est incessamment sous peu. Oui, là, de toute façon, là, à un moment donné, c'est que ça va savoir que, regardez, il y a vraiment des vraies personnes qui écrivent des vraies questions sur des vrais post-it aux couleurs d'Aline et compagnie, et je vous en remercie. Le orange est notre couleur, bravo, c'est super bien fait. Alors, comment agir face à la différence d'âge, 8 ans d'écart entre ados et petits? Alors là, vous voyez, ça c'est exactement pour moi une question glissante. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous m'avez bien écouté, moi j'ai 10 ans d'écart avec mon frère. Je serais tenté de vous répondre avec ma grande expérience et unique expérience personnelle. Or, je pense que je dis c'est pas transférable. Je pense que c'est possible. Moi j'ai eu 10 ans d'écart avec mon frère, je l'ai détesté quand il est arrivé au monde et ça va beaucoup mieux. Je fais un peu de pub, il est directeur du CFA de la Chambre de métier de l'artisanat des Deux-Sèvres. Et je faisais une petite remarque sur son poids tout à l'heure. Il me regarde, il va être content. Je pense que ça n'a pas été facile à un moment donné pour moi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui est très important. On a une relation très, très proche. Je pourrais donner un autre exemple. J'ai des demi-sœurs. J'ai 3 demi-sœurs. J'en ai une Sophie, qui est la plus jeune, qui est la plus éloignée de moi et qui est la plus proche aujourd'hui. Donc, c'est celle qui a pris contact avec moi. Enfin, c'est très, très particulier, la relation frère-sœur. Et si je dois justement ne pas trop glisser, ne pas trop parler de mon histoire, la différence d'âge peut-être accentue la différence, donc évite peut-être une certaine compétition qui se joue avec des enfants trop rapprochés, mais on paye le prix d'une complicité plus difficile à trouver, parce qu'évidemment, 10 ans, enfin là j'entends 8 ans, et 0, ça va faire du 14-6 ans. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment difficile d'avoir les mêmes centres d'intérêt et ça peut être assez difficile à organiser. Maintenant, je pense que ça nous rappelle aussi qu'il y a des évolutions dans la vie qui nous montrent des chemins tout à fait différents. On peut pas du tout s'entendre petit et très bien s'entendre plus grand, puis inversement, très bien s'entendre petit puis être sur des gros différents plus tard. Là, ce que je dirais de la différence d'âge, c'est que ça permet de plus facilement individualiser les choses. Ça va donner aux petits vraiment envie de grandir et ça va peut-être permettre aux grands d'avoir des responsabilités d'aînés. Alors évidemment, on entend peut-être un petit peu que moi j'aime bien ces grands écarts parce que je les ai vécus. Mais j'aurais rêvé d'avoir un frère jumeau. Moi, j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un de mon âge. J'ai beaucoup cherché dans mes amis des gens de mon âge pour essayer de retrouver une espèce de complicité que j'ai pas eue, moi, petit. On veut toujours ce qu'on n'a pas. On est toujours à l'impression que notre difficulté, c'est la pire. Et là, moi, j'entends que la difficulté dans cette famille, elle est très difficile. J'ai tendance à essayer de me dire que de toute situation, de toute contrainte, naît une opportunité. Donc l'idée, c'est qu'on a 2 façons de voir. Où je me dis c'est catastrophique et ça ne marche pas, ou je me dis qu'est-ce que ça me donne comme opportunité. C'est parfois très difficile, surtout dans une famille. Moi, en ce moment, dans ma vie perso, je me dis parfois où sont les perspectives, alors que si je prends un peu de distance, on me dit bah quand même, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ah oui, oui. Donc parfois le travail individuel, ça peut aider ça à prendre un peu de distance. Ce que j'aurais envie de dire
parce que c'est une question très pointue et très personnelle, que c'est très difficile. Moi, je n'écris pas de bouquin, je laisse ça aux autres pour l'instant. J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de le faire. Mais c'est très difficile de faire une généralité, même si ce soir, j'ai essayé de répondre de manière précise parfois. Je veux quand même expliquer que je peux être complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, ça fait suffisamment d'années. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est pas parce qu'on a dit spécialiste ou psy ou machin ou truc que je suis un expert qui se trompe pas. Au contraire, je pense que mon avantage sur d'autres, c'est que je sais que je peux me tromper. Et que c'est ça le plus important, c'est de se méfier de nos propres certitudes parfois, parce que c'est ça qui nous aveugle. Là, peut-être que dans cette difficulté, il y a quelques opportunités à tenir. Et ce qui est important, c'est de pouvoir détecter quand on est à ses propres limites. Moi, je crois qu'un parent qui se pose des questions, il a un petit avantage sur le parent qui ne voit pas que c'est en train de sombrer, quoi. Et qui s'en aperçoit parce que son enfant est anorexique. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt dans une société où on s'affole avant la difficulté, mais au moins, on ne passe pas à côté de choses importantes. Donc, on a le droit aussi d'être vigilant. Merci François. C'était bien la dernière cette fois-ci, hein. Bon, Ouais. on est d'accord. Voilà, on va se quitter dans quelques secondes, à moins que je ne vous cache pas que du coup ça reste connecté pendant des heures et des heures. On ne sait jamais, hein, la technique a ses caprices parfois. Avant de se quitter, je me dois bien évidemment de remercier Nicolas et Béranger qui sont en régie derrière pour le son et la vidéo. Voilà, ça n'est pas de leur responsabilité, hein, ce petit couac de démarrage. Hein, voilà, c'est une histoire entre Facebook et des logiciels. Enfin bon, ce serait trop compliqué. Bref, je me dois également de remercier François. Ça, je l'ai déjà fait, mais je le refais. Parce que combien de fois on ne vous a pas remercié, François? Alors ce soir, je le fais pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Voilà, donc les moyens techniques, c'était la geste scénique. C'est important de le dire également. On se doit de remercier, moi, et François va se joindre à moi, tout le personnel du CSC Les Chemins Blancs. Ils ne sont que 3 hein, ce soir. Mais il y a vraiment une grosse équipe qui travaille. Voilà. Enfin, venez, si vous êtes dans le quartier de Saint-Florent, venez au CSC de Saint-Florent. Si vous êtes dans le quartier de Goise, allez au CSC de Goise. Voilà, Goise, c'est juste en face le stade Massuja, si jamais vous cherchez. Hein, voilà, parce que moi-même, j'ai cherché pendant un petit moment. C'est là-bas qu'il se trouve. Et cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans mes parents, bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais également grâce à des partenaires qui suivent ce projet. Projet qui se fera en 2 phases. Ça, c'est la première phase. Et puis, normalement, on va se revoir dans l'automne pour parler du coup plus précisément des parents. Voilà, on n'a pas encore complètement choisi le sujet, mais il y aura peut-être ces petites capsules vidéo qu'on s'est amusé à fabriquer. Je dois d'ailleurs, à ce sujet, remercier Aurélie Désert et Sébastien Coutan de la compagnie Aline qui ont joué et improvisé les petites scénettes. Voilà. Et pour ce qui est des partenaires, j'en finis avec ceci. On remercie le CADEF, on remercie la CAF des Deux-Sèvres, on remercie la ville de Niort, on remercie le conseil départemental des Deux-Sèvres. Voilà, on remercie Aline et compagnie. Je ne sais pas pourquoi on remercie Aline et compagnie, mais on les remercie, hein, on ne sait jamais. Voilà, si vous avez besoin de joindre François Camus, appelez sa mère. Voilà, et si vous avez besoin de joindre le CSC, les chemins blancs, eh bien vous tapez les chemins blancs, mais si vous êtes connecté, vous savez exactement où est-ce qu'on peut les trouver. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On espère que la prochaine fois qu'on va se voir, ce sera en vrai, et qu'on pourra se toucher et qu'on mettra de l'humanité encore plus qu'on a essayé d'en mettre ce soir. Merci à tous et bonne nuit. Voilà. Les parents, vous pouvez aller vous coucher maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit.